l'électricité qui est rentrée à l'intérieur de moi et tout de suite je me suis retrouvée hors de mon corps. Et en plus vous aviez cette vision de tout est un peu au ralenti de l'un côté et de l'autre tout semble aller beaucoup plus vite. Exactement. Mon cœur s'est contracté, que je voyais à 360 degrés. Quand on écoute d'autres témoignages, on se rend compte que la lucidité n'est pas du tout la même. Comment est-ce que vous ressentez cette lucidité? Un être de lumière qui est apparu et tout était mesuré à l'aune de l'amour. 15 ans, deuxième expérience de mort imminente, Oui. un an après. Oui. Pourquoi aussitôt et qu'est-ce que vous avez vécu? En fait, le temps est une illusion totale, que chaque arbre a sa propre individualité. Vanina, bonjour. Bonjour César. Ravi de pouvoir vous retrouver et échanger avec vous sur des sujets qui vont être passionnants aujourd'hui. J'espère, et puis merci de m'avoir invité en tout cas. Avec Voilà. plaisir. Moi j'ai envie qu'on démarre dans le vif du sujet. Allez. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure en off, mais une grosse partie de ce qui a fait et qui a constitué qui vous êtes aujourd'hui, c'est évidemment vos expériences de mort imminente. Moi, j'aimerais, pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'on puisse revenir sur votre première expérience, puisqu'elle est assez singulière. Alors, vous l'avez déjà évidemment raconté, mais très curieux d'en savoir un peu plus sur comment est-ce que vous l'avez vécu, quels sont un peu tous les phénomènes qui se sont passés à ce moment-là. Donc la première est arrivée quand j'avais 14 ans. Et donc c'était en plein été, on était dans notre maison de famille et c'était le soir, je pense qu'il devait être vers à peu près 11h ou 11h30. Et en fait, quand nous étions à l'étage et j'étais avec ma grand-mère, il y avait mon frère et ma belle-sœur devait dormir déjà. Et je me souviens que on regardait un film et quand le film fut fini, ma grand-mère a dit « Oh tiens, je vais descendre et puis je vais me faire un petit café avant d'aller me coucher. » Et puis je dis « Je t'accompagne. » Donc moi j'étais petite, j'avais 14 ans et je me souviens que en descendant dans le grand hall d'entrée, j'ai vu qu'il y avait un lampadaire et le lampadaire ne marchait pas. Donc on était à moitié dans l'obscurité et je suis d'une famille, on va dire, où l'éducation est à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est les enfants et les jeunes qui s'occupent des adultes et des personnes plus âgées. Et donc j'ai dit à ma grand-mère non, t'embête pas, j'y vais. Et j'avais un travers, c'était pas un travers, j'étais un peu une sauvageonne et j'aimais bien toujours cavaler dans la maison pieds nus. Il s'avère que ce soir-là, j'ai pas dérogé à la tradition. Et donc, je suis descendue, c'était du carrelage dans l'entrée, et je suis allée vers ce fameux lampadaire qui était en fer forgé. Et quand j'ai voulu regarder pourquoi ça ne marchait pas, donc la poire, rien. Et puis ensuite, j'ai glissé ma tête sous l'abat-jour, et j'ai pas pu voir plus, et j'ai mis ma main pour voir où était l'ampoule. Et mal m'en a pris, parce que quelqu'un n'avait pas débranché la prise qui était dans une autre pièce. Et donc, mon index a été irrémédiablement attiré dans le logement, en fait, de l'ampoule. Et donc, je suis restée collée. Et tout de suite, il y a eu un énorme boom à l'intérieur de ma tête, de tout. Et j'ai ressenti tout de suite l'électricité qui est rentrée à l'intérieur de moi. Mon cœur s'est contracté d'une force extrêmement violente. Et tout de suite, je me suis retrouvée hors de mon corps. Tout de suite. C'était presque automatique. Et ma grand-mère était à côté de moi en catastrophe, évidemment, en panique. Mais moi, je m'en foutais, ça y est. Mon corps, alors là, c'était un objet étranger. Et je me suis retrouvée dans ce hall. Alors, est-ce que je flottais pas? Je saurais pas le dire parce que c'est pas cette conscience-là que j'ai eu en premier. La première conscience que j'ai eue, c'est que il y avait plus de colère, il y avait plus de haine, il y avait plus rien. J'étais dans une paix incroyable. Et par contre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je voyais à 360 degrés. Ce qui était quand même pas très commun. Et puis, j'avais plus de pieds, j'avais plus rien. J'avais l'impression de flotter. Et pendant ce temps-là, je voyais ma grand-mère en panique. Et très, très vite, je voyais qu'elle avait autour d'elle une espèce d'aura, les gens appellent ça l'aura, mais une espèce de brume colorée. Et donc, elle était de couleur rose. Et quand je me concentrais sur cette brume, je sentais une émotion et qui était de l'amour. Et il y avait des flashs rouges dedans. Et je me rendais compte que ces flashs rouges, c'était sa panique. C'était l'urgence, la peur, etc. Et donc, j'ai essayé de la rassurer. Donc là, j'étais un peu comme un fantôme. C'est-à-dire que je lui disais « Ouh, moi, je suis là, je vais bien et tout ». Et elle ne me voyait pas, elle ne m'entendait pas. Donc, c'était très frustrant. Et puis, très, très vite, je me suis détournée. En fait, mon attention s'est détournée de là. Alors, quand je voyais à 360 degrés, mon attention rendait l'espace qui m'intéressait très net. Tout le reste restait flou, plus ou moins. Et à un moment, j'ai senti mon attention qui a été attirée plutôt vers la droite. Donc, et j'étais toujours dans le grand hall, donc d'entrée, sur le lieu, on va dire, de l'accident. Mon corps continuait de trembler, de hurler sa douleur. Moi, j'étais hors du corps, je sentais rien. Et il y a ce que j'appelle un être de lumière qui est apparu. Donc, qui était alors, à 14 ans, quelle taille je pouvais faire, j'en sais rien. Moi, en plus, j'étais petite pour mon âge. Enfin bon, bref, imaginons que je faisais 1m20 ou 1m30.
même pas. Et lui, j'ai l'impression qu'il faisait presque 2 mètres en fait de hauteur. Il était rose fuchsia, très lumineux, et surtout il dégageait beaucoup d'amour inconditionnel. Et il m'a emmené un peu plus loin dans le hall, près de l'entrée, je me souviens. Donc j'avais le lampadaire et l'action dans mon dos qui continuaient d'exister. Et ce qui m'a frappé, c'est que je pouvais voir presque les deux choses de façon concomitante. Et je me suis rendu compte que la réalité où se trouvait ma grand-mère avec mon corps, tout était au ralenti. Et donc c'est comme si, vous voyez César, vous et moi là, on est dans une réalité normale. Donc avec l'être guide, on était dans cette vélocité. Et par contre de l'autre côté, tout était un peu comme si on parlait comme ça. Vous voyez, c'était assez impressionnant. Mais j'ai pas plus, ça m'a pas plus choqué que ça. Tout de suite, l'être de lumière a fait apparaître un écran rectangulaire avec les bords un peu brumeux. Donc à l'époque, c'était en 87, il n'y avait pas d'écran plat, mais ça ressemblait vraiment à ça. Et ça s'est mis à flotter dans le hall, dans les airs. Et est apparue ma courte vie. Et alors c'était en mode on fait rewind, hein, c'est-à-dire qu'on part du moment où j'ai l'accident et on retourne jusqu'à ma naissance. Et là, en fait, il y avait des moments où il faisait des arrêts sur image et je pouvais ressentir ce que les personnes ressentaient par rapport à cette interaction qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que mes actes avaient des conséquences. Et tout était mesuré à l'aune de l'amour. De l'être de lumière, je n'avais qu'un accompagnement bienveillant qui était là, qui disait un peu... C'est-à-dire qu'il me parlait aussi pas par parole, il n'y a pas de voix, mais c'était par transmission de pensée et par ressenti. Et transmission de ressenti et d'émotion. Et j'ai été horriblement déçue, en fait, par mon attitude, parce que je devais expérimenter l'amour sous toutes ses formes et l'exprimer. Et là, c'était assez minable. Alors, tout le monde me dit, bah oui, mais t'avais 14 ans. Mais quand j'étais hors de mon corps, j'avais pas la conscience de quelqu'un de 14 ans. J'avais une conscience beaucoup plus large. Et à un moment, une fois que j'ai eu fini de faire, en fait, un peu mon examen de conscience, le l'être de lumière, et pendant ce temps-là, ça continuait hein, derrière moi. Hein. Je voyais mon frère descendre des étages parce qu'il devait entendre le cri d'horreur, etc. Moi, j'entendais plus rien, j'étais fixée sur mon histoire. Et l'être guide me dit est-ce que tu es prête à partir? Et là, je regardais l'écran, il y avait plus rien dessus qui flottait. J'ai dit 14 ans, c'est un peu tôt pour partir, pour mourir. Je me suis dit 14 ans, c'est un peu tôt pour mourir, mais oui, ok. Je lui fais ok. Et à ce moment-là, je sens qu'on est comme si il m'enrobait et on commence à partir, à décoller. Mais au même moment, donc je vois mon frère qui descend, donc au ralenti, donc de l'étage, qui se joint à ma grand-mère et qui réussissent tous les deux à m'arracher du lampadaire. Et à ce moment-là, mon corps tombe et mon corps m'a aspiré, mais comme un aspirateur. Je suis rentrée dedans, mais vraiment à toute vitesse. Et sauf que le problème, c'est que au même moment où j'étais en train de partir avec l'être guide, j'ai eu l'impression que en haut de mon crâne, c'était comme si ça s'ouvrait et comme s'il y avait une espèce de douche qui tombait à l'intérieur de mon esprit. Alors, j'avais plus de crâne ni rien, mais c'était à peu près, on va dire, à ce niveau-là. Et il y a eu tout un tas de connaissances qui me sont revenues, mais d'un coup, comme un amnésique qui tout d'un coup récupère tout. Plus des choses que je ressentais, mais que je ne pouvais pas conscientiser ou que je ne pouvais pas verbaliser. Et je me souviens que tout ça, c'était du style, c'est ce que j'appelle la mémoire d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire là? À quoi ça sert d'être là? Mes parents sont pas mes parents, sont des âmes qui s'incarnent, qui jouent le rôle de mes parents. Enfin, des concepts à 14 ans qui sont quand même un peu particuliers. Et le problème, c'est que j'ai été arrachée à l'être guide par mon corps et je suis revenue dans mon corps avec tout ça. Donc, pas d'amnésie, plus rien. Je revenais telle quelle. Donc, je me souviens que j'étais mal encastrée dans mon corps. J'avais l'impression d'avoir ma tête, ma vraie tête, au-dessus de la tête de mon corps. C'est-à-dire que mes yeux étaient au niveau de mon front et j'étais aveugle. Et je me souviens que mon frère et ma grand-mère essayaient de me redresser et leurs mains, le contact de leurs mains sur mon corps me semblait des mains de cadavres. C'est-à-dire que leurs mains semblaient froides et rigides et humides. Et c'était dégueulasse. Je me souviens, je voulais pas qu'ils me touchent. Et j'arrêtais pas de leur dire, mais je vais bien, je vais bien. Parce que moi, j'étais toujours connectée à la conscience où j'allais bien. Et ils n'arrêtaient pas de me dire, non, tu vas pas bien, ça a l'air d'être grave et tout. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me réencastrer, j'ai récupéré la vue. Donc vraiment, j'avais l'impression de dire, bon, ça y est, hop, j'ai bien les yeux en face des trous. Mais comme un ascenseur qui est entre deux étages. Exactement. Et puis, ils m'ont redressé. J'étais sonnée. Hein. Le doigt était quand même grillé au 3e degré. Donc, j'avais vraiment une merguez à la place du doigt. Comme j'avais été pieds nus, l'électricité avait fait circuit court. Ça restait à l'intérieur de mon corps.
C'est ma grand-mère qui avait des semelles de crêpes très épaisses, qui a eu la très mauvaise idée, au lieu d'arracher la prise, elle a eu l'idée d'arracher ma main. Donc elle m'avait ouvert le doigt en deux et j'avais le doigt cramé. Et là-dessus, il devait être à peu près, allez, on n'était pas loin de, je sais pas, quand tout ça s'est arrivé, le temps qu'on se redresse et tout ça, je sais pas, il devait être minuit moins le quart, ou je sais pas, ça n'a pas duré si longtemps que ça. La temporalité, en plus, ce que j'ai découvert, c'est que de l'autre côté, la temporalité n'était pas la même. Alors vous donnez un laps de temps, c'est très compliqué pour moi. Et en plus, vous aviez cette vision de tout est un peu au ralenti de l'un côté et de l'autre, tout semble aller beaucoup plus vite. Exactement. Donc, en fait, c'est là où j'ai découvert que le temps, c'était une illusion. Donc, c'est très frappant et c'est très intéressant. La théorie de la relativité, pour le coup, moi, je l'ai expérimentée. Et ce qui était intéressant surtout, c'est que mon frère a été chercher, je me souviens, il a été chercher du whisky. Et il m'a trempé le doigt cramé dans un verre de whisky. Il m'en a fait avaler un autre. Et tout le monde a dit, bah maintenant on va se coucher. Donc, même pas les médecins, même pas les urgences, rien. On était au milieu de la campagne. Personne n'a eu l'idée de faire quoi que ce soit. On a attendu le lendemain. Sauf que moi, je suis revenue avec tous ces concepts dans la tête. J'ai dormi dans la chambre de ma grand-mère. Et je me souviens que par contre, mon corps était un enregistreur parce qu'il m'a ressorti toute la nuit. Je m'endormais et toute la nuit m'a ressorti le son de mon cri. Donc en fait, je dormais, je faisais des rêves, tout d'un coup j'entendais ah. Enfin, c'était horrible. Enfin, le truc, le cri dans les films d'horreur, quoi. Et à chaque fois, je me réveillais d'un coup, et puis après, je me rendormais, c'était reparti, c'était en boucle. Le lendemain, je me retrouve avec ces concepts, et je sors d'une famille athée, hein, c'est-à-dire famille intellectuelle, journaliste, écrivain, des gens très terre à terre, anticlérical, on parle pas de ces conneries-là. Enfin bon. Et moi, je reviens avec une foi incroyable, parce que j'ai compris, quand j'ai récupéré ma mémoire d'âme, il y a aussi une espèce de connexion à quelque chose que je ne pouvais pas dire ce que c'était. C'était gigantesque. Et puis c'était plein d'amour. Et puis j'avais tout cet amour. Puis j'avais compris que j'avais merdé et que c'était que l'amour inconditionnel qui comptait. Donc, vous leur exprimez ça, ou comment se passe ce changement-là entre cette récupération, j'allais dire cette non-porosité par rapport à ces concepts-là? C'est un peu compliqué parce que dès le lendemain, je commence à me dire, bon, il faut que je me rattrape. Donc, je me mets à aider 2 fois plus les adultes, j'aide à faire les lits, les trucs, les machins, puis j'arrête pas de dire, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Elle commence à se dire, ça va celle-là. Ouais, il y a pas l'électricité à tous les étages maintenant. À mon avis, elle était grillée plus que grillée. Évidemment, j'avais été voir un médecin qui avait effectivement dit, bah, c'est brûlé quand même assez gravement. Le médecin pas plus inquiet que ça, médecin de campagne, m'avait fait une grosse poupée. Allez, vas-y cocotte, pas d'électroencéphalogramme, pas rien. On n'a même pas contrôlé le cœur, alors que le cœur, il s'est pris un coup monumental, quoi. Et enfin bon, j'hallucine quand j'y pense maintenant de façon rétroactive. Et donc du coup, ça s'est passé comme ça. Ma grand-mère, à l'époque, ma grand-mère maternelle, me trouve changée. Finit par se dire qu'il s'est passé un truc. Et on était très proches. Et elle me dit, écoute, on va aller boire un thé ensemble, et puis tu vas me raconter ce qui t'est arrivé. Alors moi, je me suis dit, parce que j'avais déjà, très vite, j'ai eu la conscience qu'il fallait que je ne parle de rien de tout ça. C'est comme si quelque chose me disait, surtout t'en parles pas, parce que ça va mal finir pour toi. Et donc, je m'étais promis que je ne parlerais pas. Donc, je parle pas. Puis ma grand-mère, elle me dit, bon, sensiblement, tu veux pas me raconter. Moi, je vais te raconter quelque chose. Tu vas me dire si ça ressemble. Et je découvre que ma grand-mère a fait une expérience de mort imminente. Alors, elle, à contrario, elle a vécu vraiment le truc typique, c'est-à-dire le tunnel, mais simplement, elle a refusé d'aller dans le tunnel, etc. Moi, j'ai pas eu de tunnel. J'ai eu l'être de lumière qui est venu directement sur le lieu de l'accident, qui est venu me chercher. Et donc, voilà. Et donc, on crée cette complicité avec ma grand-mère, encore plus, à cause de ça. Parce que le concept d'amour inconditionnel, etc., tout d'un coup, on se rend compte, je comprends pourquoi ma grand-mère, elle a ce côté, pareil, elle est toujours prête à aider les autres, elle est très humble, ça vient de là, en fait. Et puis, ça, c'est la première, voilà. J'ai déjà plein de questions juste sur cette première-là. Oui. Quand on écoute d'autres témoignages, on se rend compte que la lucidité n'est pas du tout la même. Et vous le disiez sur cette vision à 360, quand il y a un focus qui est fait sur une partie... parce qu'on pourrait dire oui, c'est le cerveau qui débloque complètement Bien pendant sûr. qu'on a... Comment est-ce que vous ressentez cette lucidité sur ce que vous voyez à ce moment-là? Imaginez que nous, ici, quand on est dans notre corps, c'est comme si on était myope. Quand vous sortez de votre corps, c'est comme si tout d'un coup, vous aviez 11 à chaque œil au lieu de 10. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a une clarté. On perçoit tout. C'est-à-dire que tout est de manière presque instantanée. C'est-à-dire qu'à la fois, je pouvais ressentir ma grand-mère, à la fois, je pouvais être connectée à l'être guide, à la fois, je pouvais conscientiser mes actes. Donc, c'est hallucinant. C'est vraiment l'instantané. C'est une vitesse, une clarté. Et même l'image,
L'image, c'est comme si à l'époque vous étiez en vidéo 8 et maintenant vous êtes en 4K. C'est exactement pareil, voyez. Voilà, donc même de la 3D à la limite. Donc c'est comme ça que je pourrais l'expliquer le mieux. Et même aujourd'hui, c'est affreux parce qu'aujourd'hui j'ai gardé cette conscience de cette clarté que j'ai hors du corps, et du coup c'est extrêmement frustrant parce que je me rends compte que mon corps est comme un animal qui m'enferme et qui me limite affreusement. Donc j'ai l'impression d'être diminuée. On a parlé rapidement du temps aussi. Ça a changé la nature de votre conception, interprétation du temps, avec cette fameuse relativité. Ce que je veux dire, même si c'était notre cerveau qui débloquait, on se rend bien compte qu'il y a deux scènes qui se passent avec des temporalités différentes. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en avez retenu à ce moment-là ? Le concept d'éternel présent, ça s'est vite fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très bizarre parce que vous vivez un peu en dichotomie perpétuelle. C'est-à-dire que vous vivez dans la temporalité de l'incarnation, de l'humanité, de l'humain, et puis vous gardez toujours cette conscience de l'extérieur. Donc vous vivez, c'est un peu comme si vous vivez votre vie à la fois acteur, mais aussi spectateur. Et c'est tout le temps comme ça. C'est comme si on marchait entre le trottoir et le caniveau, quoi. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement le temps est extrêmement relatif. L'exemple le plus concret, c'est que quand on est passionné par quelque chose, le temps passe très vite, et quand on s'emmerde, le temps, on a l'impression que ça n'en finit pas. C'est exactement le même principe. En fait, le temps est une illusion totale. C'est nous qui décidons ce qu'on en fait. Et de l'autre côté, c'est encore plus vrai. La quantification du temps, elle est fausse. D'ailleurs, maintenant, on l'a prouvé avec des voyages à travers l'espace, etc. On voit bien que quelqu'un qui est sur la planète Terre et quelqu'un qui est dans l'espace, quand ils reviennent, il n'y a pas le même temps, etc. C'est très intéressant. La relativité du temps, on est en plein dedans actuellement. Donc, ça me fait marrer parce que des concepts que j'ai expérimentés en tant que môme de 14 ans, aujourd'hui, maintenant, on l'explique très bien. Moi, je suis quelqu'un de très humble et très lambda. J'ai pas les mots scientifiques, mais par contre, j'ai l'expérience vécue bizarrement presque dans la chair. Et c'est drôle, il y a même d'ailleurs des théories, alors je m'y connais très peu, donc je vais y passer rapidement, des théories autour de physiciens autour d'infinis différents. Tout à fait. Donc, ce qui fait un peu bugger notre cerveau d'humain, parce qu'on peut pas concevoir déjà ce qu'est l'infini. C'est ça. Et de se dire qu'il y a des infinis différents, c'est assez vertigineux. Là, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que justement, dans ces perceptions qu'on m'a fait vivre la première fois, ce fameux pack, moi j'appelle ça souvent un zip, c'est-à-dire que c'est comme si on m'avait rendu un zip plein d'informations, et au fur et à mesure de ma vie, ça a dézippé. Et le principe d'infini, moi, je l'ai expérimenté dans ma chair, enfin, dans mon être plutôt, pas dans ma chair, mais dans mon être. Et c'est quelque chose, c'est magique, c'est inexprimable, parce que en fait, ce qui s'est passé après la première expérience, c'est que j'étais évidemment pleine de questions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le guide que j'avais eu, il revenait dans mes rêves et il me faisait des leçons de choses. Et c'est comme ça qu'un jour, j'en avais marre parce que tout le monde disait oui, Dieu ci, Dieu ça, tout le monde se tape sur la gueule pour Dieu. Et moi, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est Dieu ? Sortant d'une famille athée, aucune éducation religieuse, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? Et donc, une nuit, le guide est réapparu et m'emmène dans l'espace, donc au milieu des étoiles, la Voie lactée, tout ce truc-là. Et on flotte, on voit un point lumineux au fin fond de l'espace. Et il me dit t'es prête ? Et moi, je dis oui. Et on part à la vitesse de la lumière. On s'arrête à quoi ? Allez, imaginons une dizaine de kilomètres, pour dire un temps-espace humain, une dizaine de kilomètres, je vois un grand soleil gigantesque et je commence à ressentir de l'amour, là. Et à ce moment-là, on rentre en fait, il était fait de milliers d'alvéoles, comme des alvéoles d'abeilles, de nids d'abeilles. On rentre à travers une de ces alvéoles, je me retrouve au centre de ce grand soleil et je ressens très fort cet amour inconditionnel que j'avais vécu en étant hors du corps. Et là, le guide me dit, tu es prête ? Et je me laisse même pas le temps de répondre ou de conscientiser une réponse. J'entends le bruit d'un claquement de doigts, le clac, comme ça, et j'explose en des milliards d'atomes, de cellules, je sais pas comment l'expliquer. Et je me retrouve à avoir la conscience de tout ce grand soleil, chaque cellule, et en même temps d'avoir la conscience d'une seule cellule, derrière moi. Et il me dit, c'est ça, Dieu. C'est un en tout en un. Demain, quand tu vas aller te promener dans la rue, tu vas aller à l'école, tu auras compris que toute chose qui est formée, c'est Dieu. Il n'y a pas à chercher si c'est à l'extérieur, à l'intérieur. Tout. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation. La séparation, c'est une illusion. Chaque atome, le monde est formé de cellules, est formé d'atomes, est formé d'énergie. Donc, c'est juste un seul truc. C'est juste une espèce de grosse pâte à modeler avec une conscience perpétuelle dans chaque cellule. Et c'est tout. Et donc ça a été une des plus grosses leçons parce que du coup, ça a créé chez moi une espèce d'éternel présent. Parce que si on considère que tout est un, il n'y a pas d'espace-temps. En fait, c'est un bloc. Et
Une autre fois, le guide m'a expliqué aussi l'histoire de temporalité. Parce que je suis une grande râleuse. Je suis une grande ronchon. Et alors, les pauvres guides, ils en ont plein les oreilles parce que je suis tout le temps en train de râler ou de dire je comprends rien, faites chier, puis c'est long, puis je comprends rien, machin. Et je me retrouvais, un jour, je suis restauratrice de formation, restauratrice d'art, et je devais aller restaurer un maître-autel dans une église. Et on m'avait prêté une maison, et la maison était récalcitrante, c'est-à-dire que c'était en plein hiver, j'avais froid, il n'y avait pas de chauffage, il y a eu comme par hasard, le chauffe-eau marchait pas. Et j'ai commencé comme d'habitude à râler, à gueuler, ouais, j'en ai marre, on me fait toujours vivre des galères et tout. Et puis d'un coup, j'ai vraiment un flash. C'est-à-dire que ma réalité disparaît, et je vois apparaître devant moi une gigantesque tapisserie. Alors elle est abstraite, elle est faite avec des tas de couleurs, il y a des bruns, il y a des bleus, il y a de l'or parfois, des trucs et tout. Et on me dit, regarde, approche-toi, on me fait zoomer sur un point. Et le point était dans une zone marronasse. Et on me dit, tu vois là, t'as le nez collé à ta tapisserie sur ce point-là. Bah ça c'est maintenant. Ok? Je dis oui, ok. Bon, et il me dit, donc ce point, tu le trouves moche? Oui, ok. Maintenant, décale-toi et on me montre juste un morceau. Et on me dit, ça, c'est ton présent. OK? Puis on fait passer la tapisserie et on me dit, tu vois, ça, c'est ton passé. Puis après, on me fait passer la tapisserie. On me dit, ça, c'est ton futur. Et on me dit, tu vois, et maintenant, on te la met très loin. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois? Ben, je dis, je vois juste une tapisserie. Il me dit, donc, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de futur. C'est juste un seul bloc. C'est l'éternel présent. Donc, arrête de râler parce que tout est juste, tout est beau et tout est bon. Je suis restée, mais comme une abrutie. J'ai fermé mon bec, je suis rentrée dans ma douche, je me suis pris ma douche, le chauffe-eau s'est mis à marcher, comme par hasard, et tout était nickel. Mais voilà, c'est sans arrêt, il y avait après cette première expérience, le fait de... Moi, je pense que c'est plutôt de réactiver une mémoire de choses que j'avais à l'intérieur, que j'avais oubliées, et que je comprenais pas. Et après, j'ai eu tout le temps ce rapport de je veux comprendre. Donnez-moi des éléments concrets, donnez-moi du concret, donnez-moi des choses tangibles. Enfin, entre parenthèses. Ça me fait penser à cette histoire des poupées russes. C'est un peu le sentiment qu'en fait, il y a plein de différents layers de conscience et qu'en fait, le but du jeu, ce serait de se souvenir non pas de la dernière poupée, mais finalement de toutes. Pour avoir cette perspective globale. Tout à fait. Et donc là, ils m'ont expliqué ce côté de dire, tu peux à la fois... Et c'est intéressant parce que du coup, c'est comme si ma conscience maintenant, elle pouvait être vraiment dans le présent, dans le petit présent, ou alors dans le grand présent. Et le grand présent qui est l'infini, en fait. C'est ce sentiment d'infinité. C'est-à-dire c'est le moment où tout est tellement extraordinaire, tellement infini, qu'il n'y a plus de mots. C'est-à-dire qu'on est juste en train de le vivre, ça nous pénètre et c'est gigantesque. C'est un peu poser son intention sur le degré de conscience qu'on a envie d'avoir, en fait. Exactement, absolument. C'est quelque chose qui est très élastique, en fait. Notre société occidentale, moi je parle vraiment de notre société occidentale parce qu'il y a d'autres civilisations qui sont beaucoup plus élastiques au niveau de ses conceptions, beaucoup plus souples. Notre civilisation occidentale, malheureusement, nous donne toujours un regard très... limitatif et très réducteur. J'aime pas dire des choses négatives, mais là, enfin, c'est d'une telle réalité. Et donc, du coup, on est toujours axé sur ce petit présent. On n'est jamais en train de prendre de la distance. On n'est jamais en train de voir comme disent les Anglais, the big picture. Mm-hmm. Nous, on a toujours le tout petit cadre. Alors que la big picture, c'est la grande photo, la grande fresque. En fait, c'est ce qui contient tout le sens de notre existence. Alors vous dites aussi quelque chose d'intéressant, que visiblement votre grand-mère a vécu aussi, qui est cette notion du choix. À un moment donné, cet esprit vous dit, est-ce que tu veux revenir à ton état, j'allais dire, originel? Et vous dites oui. Et à ce moment-là, vous êtes attrapé d'un point de vue physique pour revenir à votre corps. Mais est-ce que toutes les personnes qui vivent des EMI leur proposent ce choix-là? Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'était le destin, le fait que vous soyez rapatrié? Alors, je crois que chaque personne a un scénario de vie très différent. Et j'ai pas mal de personnes que j'ai croisées qui ont fait des expériences de mort imminente. En plus, ce qui est chouette, c'est que quand on a fait une expérience de mort imminente, bizarrement, on se reconnaît entre nous. C'est très bizarre. Donc, c'est pour ça que les gens qui prétendent avoir fait des expériences de mort imminente et qui l'ont pas fait, on le sait assez vite parce qu'on le ressent. Et je me souviens qu'il y en a beaucoup, eux, qui ont eu des expériences. Alors plus, l'expérience, elle n'est pas pareille à chaque personne. Le centre même, c'est l'amour inconditionnel et c'est de vivre l'amour. Ça, c'est commun à nous tous. Par contre, la forme de l'expérience, elle n'est pas du tout, elle est unique à chaque personne, à chaque être. Et souvent, il y a des gens qui disent qu'ils ont vu des parents décédés, etc., qui leur ont dit non, c'est pas le moment, faut que tu retournes, ou un guide, ou pour selon leur confession, Jésus, Bouddha, enfin ce qu'ils veulent, bon, peu importe. Moi, je suis athée, j'ai pas de forme, comme par hasard. Je n'ai que des couleurs, de la vibration, de la lumière, etc. Donc pour moi, on m'a souvent dit, le guide est revenu, hein, l'idée du choix, que j'ai le choix de partir quand je veux, c'est moi qui décide, c'est revenu dans la deuxième expérience de mort imminente que j'ai faite à 15 ans.
Et donc, dans ma vie, on me l'a souvent... j'ai croisé des gens, alors par hasard, alors, même si on sait que le hasard n'existe pas, mais j'ai beaucoup de gens que j'ai croisés par hasard et qui m'ont dit c'est vrai, vous avez le choix, vous partez quand vous voulez. C'est vrai, c'est votre dernière existence. C'est vrai, vous n'êtes pas descendu de votre plein gré, vous l'avez fait par devoir. Donc, toutes ces notions que j'avais chopées, enfin, sauf le fait que c'était ma dernière vie, ça, c'est quelque chose qui est même antérieur à ma première expérience de mort imminente. C'est-à-dire qu'à 9 ans, je me suis retrouvée par hasard dans une pièce d'audience d'un proche du Dalai Lama, qui était un grand lama tibétain et qui était en train de bientôt mourir et qu'il savait, qu'il avait reçu l'information, qui voulait retourner au Népal pour mourir chez lui. Il m'a vu dans la pièce, alors qu'on m'avait planqué parce que je devais pas être là. Et il m'a demandé d'approcher, il a demandé à la traductrice de traduire, et c'est là où il a dit « Ouh là là, très vieille âme, très fatiguée ». Il m'a dit « Courage, c'est la dernière ». Donc j'ai eu ça, c'est revenu 5 fois dans ma vie. Une fois une femme dans un supermarché qui m'a dit la même chose. Incroyable. Une autre fois une autre dame au milieu de 200 personnes dans une conférence. Alors que moi, j'en ai rien à cirer. C'est-à-dire que je connais des gens qui mourraient pour pouvoir savoir et tout. En fait, moi, c'est affreux parce que j'ai un peu honte parce que moi, en fait, je m'en fous. C'est-à-dire que ces trucs-là me trouvent. Par contre, je suis pas fermée, je bloque pas. Je suis un peu comme vous là-dessus, César. C'est-à-dire que je suis ouverte, je suis curieuse, je laisse venir. Et du coup, ça me trouve. Une autre fois, c'est une personne pareille qui était en Géorgie que je n'ai jamais rencontrée. C'est une amie qui était en Géorgie à qui elle a eu une transe, cette dame, et elle lui a dit voilà, cette personne elle a fait ci, fait ça. Tu lui diras qu'elle est pas venue machin, que c'est sa dernière vie. Enfin, c'est des trucs de dingue. Et une autre fois, c'était une médium qui ne voulait pas me rencontrer, que je ne voulais pas rencontrer. Nous avions une amie en commun. Et finalement, notre amie a fait un traquenard, on s'est retrouvés, et quand elle m'a vue, elle a dit oh, c'est ta dernière vie. Est-ce que alors évidemment il y a des gens qui disent oui, enfin bon, c'est sa dernière vie, mais elle est pas très sage et tout. J'ai aucune prétention par rapport à ça. Je reste au contraire très humble. Tant qu'on est incarné, on est incarné. On joue le jeu de l'incarnation. On est soumis à ce corps qui est un petit animal qui c'est lui qui nous fait vivre l'expérience du libre arbitre. Et ça, on me l'a bien expliqué en fait dans les concepts que j'ai récupérés de ce zip. Il y a quelque chose de me dire, si tu t'incarnes, il faut vivre cette incarnation avec honnêteté, avec le personnage qu'on a créé ensemble, avec toi. C'est pas par hasard, ça veut dire qu'il y a un sens, etc. Il faut que tu l'acceptes. Justement, alors on aborde plein de sujets, donc pour garder le fil, on parlera évidemment de la deuxième expérience de mort imminente à 15 ans. Ça va être intéressant de comprendre pourquoi juste un an après et pourquoi est-ce qu'elle s'additionne. Mais puisqu'on ouvre cette porte de l'incarnation, du coup, des potentiels incarnations plurielles, voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait de vous dire je suis potentiellement dans ma deuxième vie physique et qu'est-ce qu'il y a après? C'est quoi? C'est un cycle? Comment vous le... c'est-à-dire que en plus moi dans le zip on m'a rendu plein de souvenirs d'autres vies. Alors est-ce que moi je parlerai pas de vie antérieure, on peut dire vie antérieure, vie parallèle, on s'en fout. Ce sont d'autres vies, d'autres expériences. En plus c'est intéressant parce que ce concept de vie autre, pas plus tard que le mois dernier, on m'a envoyé un rêve pour m'expliquer le concept en fait. Et c'était très amusant. C'était très amusant parce que je maîtrise pas encore complètement le concept intellectuellement, mais il est très... La façon dont on me l'a expliqué, comme toujours, comme une petite fille en maternelle de la spiritualité, on m'a fait un très beau schéma. Et sensiblement, des vies, en tout cas ici, j'en ai eu beaucoup, énormément. D'où le côté un peu lasse, un peu fatigué. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que en récupérant des mémoires autres, j'ai aussi récupéré des savoirs autres et des langues autres que j'ai déjà parlé. Et donc, pour moi, maintenant, j'ai acquis le concept que je n'apprends pas, mais je me souviens. C'est-à-dire que j'ai compris que j'étais amnésique. Et donc, les choses, je peux simplement les réacquérir. Et c'est très intéressant parce qu'en faisant comme ça, en fait, j'apprends 2 fois plus vite. Et il y a des concepts pour lesquels je pense si je n'avais pas fait ces expériences, je pense que je n'aurais pas l'intelligence. J'aurais pas intellectuellement la capacité d'avoir cette intelligence. Ce qui a fait que je peux appréhender des concepts qui sont bien loin de ma petite intelligence. Je pense que ce sont les expériences de mort imminente qui m'ont donné cette espèce de conscience qui peut se projeter partout, en fait. Et qu'est-ce qui se passera du coup après cette vie physique? Alors, après cette vie physique, puisque a priori c'est ma dernière, en tout cas ici-bas, en fait c'était très joli. Un jour, pareil, on m'a fait faire un rêve. Alors les rêves sont à la fois nocturnes, mais des fois j'ai ce qu'on appelle ils sont pas des flashs,
Mais par Comme exemple, des rêves éveillés, quoi. Ce sont des rêves éveillés, mais c'est plus que des rêves éveillés parce que c'est des moments où le corps tombe en panne. Et moi, je suis dans un état comme quelqu'un qui est en hypnose, ou en catalepsie, ou en je sais pas quoi. Et donc, une autre réalité s'interpose. Et donc, on m'a montré que je faisais partie d'un groupe d'âmes, a priori. Alors, les gens vont se dire, elle est complètement cinglée, mais ça, je m'en fous, j'ai l'habitude. Mais allons-y, soyons fous. Donc, il y a un groupe d'âmes, une espèce de... C'est un peu comme quand vous êtes à l'université, que vous avez une classe. Donc, les copains, il y en a quelques-uns qui ont fini leur cycle, qui attendent de l'autre côté. Et on m'a dit, tu as 2 autres camarades de promo qui n'ont pas terminé. Alors, a priori, il y en avait un qui était en Amérique du Sud, qui terminait sa vie en Amérique du Sud, qui m'a dit, tu ne le rencontreras jamais. Vous êtes chacun de votre côté, vous avez des trucs à régler, pas les mêmes. Une autre personne, mais on m'a pas montré quoi que ce soit. Bizarrement, pour moi, elle est plutôt en Europe, mais je sais pas où. Et on m'a dit, une fois que c'est terminé, vous remontez et vous faites un peu partie de ce qu'on appelle les urgentistes du ciel. C'est-à-dire que vous serez parmi les âmes qui accueillent les êtres qui sont en choc. C'est-à-dire les êtres qui ont eu des expériences de vie tellement violentes qu'ils continuent de s'identifier à leur vie et à leur trauma. Et donc, on les accueille et on les prend en urgence pour les faire se souvenir qu'ils sont avant tout des êtres de lumière, connectés à la lumière et à l'amour inconditionnel. Et pas le petit personnage qu'ils ont incarné et qui a subi un trauma. Passionnant. Avant de revenir peut-être sur l'expérience de mort imminente, la seconde, ouais. Comment, parce que vous parliez vous aviez cette phrase tout à l'heure en disant, si je passe par une barjo, j'ai l'habitude et je m'en fous. Oui. Comment est-ce que dès cet âge-là, ou peut-être même avant, ouais. vous vous dites, je vis des trucs, ouais. on va me traiter de barjo. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose de tangible pour me prouver ou prouver aux autres que c'est la réalité? Alors, déjà, ce qui était fort et incroyable, c'est que très vite, les guides n'ont jamais perdu le contact avec moi. C'est-à-dire qu'ils m'envoyaient tout le temps. J'entendais régulièrement des mots de dire on est là, t'inquiète pas, ou carrément on me donnait des trucs en disant là tu dis rien, là tu te tais, tu dis rien. Puis si c'était pas des mots, c'était des ressentis. Tout d'un coup je sentais un truc, je disais ah tu fermes ta gueule, tu dis rien. Des fois c'était au contraire, je sentais bien que je ressentais des choses. Par exemple, je me suis mise à voir l'aura des plantes, où je ressentais les plantes. Alors c'est pour ça me fait marrer parce que j'ai eu une expérience transcendantale très forte avec la forêt, une forêt. Avec un être guide de la forêt qui m'a... C'est un peu comme dans les histoires médiévales où on dit le héros ou l'héroïne, tout d'un coup, s'est endormi au pied d'un arbre et elle a fait un rêve ou elle a vu machin. Bah moi, j'ai fait exactement pareil. Je suis allée me balader dans une forêt en Italie. J'étais avec mon chien, un labrador, qui était assez jeune. Et mon chien qui était foufou, qui était toujours tellement content de se balader. Je suis arrivée, je traversais une rivière. Il y avait un grand chêne au pied de la rivière. Et j'ai été prise dans une espèce pas de malaise, mais comme si j'avais une envie de dormir, mais irrépressible. Et je me souviens que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous? Une jeune fille qui va s'endormir en pleine forêt au pied d'un arbre. Mais t'es cinglée, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le truc, parce que je suis assez trouillarde comme fille. Et je me suis endormie. Le chien s'est couché à côté de moi. Alors que d'habitude, c'est genre, allez, on va se balader et tout. Non, il s'est couché à côté de moi, calme. Et tout de suite, j'ai entendu dans ma tête, surtout ne panique pas. Quelque chose a pris le contrôle quelque part de mon corps pour l'endormir. Il a dit, je vais te faire l'expérience de ce que c'est que la conscience de la forêt. Et il me dit, la forêt, voilà ce que c'est. Et je me suis retrouvée au-dessus de la forêt. Tout d'un coup, j'ai vu un être de la forêt qui n'était que de l'énergie. Donc, il était très beau. Il ressemblait un peu à une flamme allongée, vert émeraude, avec de grands yeux étirés. Alors, les gens appellent ça des devas, des êtres, des élémentaux. Enfin, je m'en fous de savoir comment ça s'appelle. Je raconte ce que j'ai vécu. Chacun y mettra les mots qu'il veut. Et cet être-là communique par moi avec les émotions, la pensée, et il me fait sentir que la forêt, c'est le même amour inconditionnel que j'ai senti, mais en beaucoup plus doux, en beaucoup plus souple, tendre, etc. Et il me montre que chaque arbre a sa propre individualité, sa propre connexion, sa propre pensée, entre parenthèses, sa propre conscience plutôt, et qu'en même temps, il y a une conscience générale, et qu'il y a un être guide qui gère tous ces êtres-là en plus. Alors, quand moi je racontais ça, tout le monde me disait. Alors, l'être guide. Oui, c'était très concret pour vous, mais les gens pouvaient vous dire, moi ça me parle pas. Quoi. Bon, on est bien d'accord, mais c'est normal. Je peux tout à fait comprendre. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai toujours eu conscience que j'ai jamais dit, oui, moi j'ai la vérité et vous êtes des cons. J'ai jamais eu ça. J'ai toujours gardé à l'esprit et mes guides m'ont toujours dit, n'oublie jamais, c'est pas parce que toi tu sais que c'est la vérité. C'est ce qu'on te fait vivre et puis c'est tout. Et les autres doivent faire leur propre chemin et découvrir leur propre vérité. Donc, il y a toujours eu cet élément de tolérance que je n'ai pas reçu en retour, hein, ça, je suis honnête. Mais bon. Et l'être de la forêt m'a dit, je te fais vivre cette expérience et tu n'en parleras que si quelqu'un te sollicite ou tu penses que quelqu'un te sollicite pour la raconter.
parce qu'on veut que quelqu'un comprenne enfin que la forêt, c'est pas un truc inerte, ce sont des êtres qui sont en vie, vraiment, avec une conscience. Et ce qui me fait rire, c'est que maintenant, on vient de prouver que les arbres ont une conscience, et même des gens qui les connaissent. Même avec ce bouquin, l'intelligence des arbres, voilà, alors c'est pas du tout c'est plutôt des scientifiques d'ailleurs qui ont fait ce bouquin. C'est ça. Et moi, pendant longtemps, quand je disais ça, tout le monde rigolait en disant c'est bien. J'ai eu aussi un contact avec, par exemple, un jour, pareil, je ne cherche rien. J'étais dans le potager de ma grand-mère et elle aimait mélanger les fleurs et les légumes. J'arrosais bêtement les légumes. J'avais vraiment un air bovin, je m'ennuyais affreusement. Et puis tout d'un coup, je ressens quelque chose de très fort et j'entends à l'intérieur j'ai soif. Et je tourne ma tête vers les fleurs et je vois que les fleurs font la gueule. Et je me dis, je vais les arroser. Et je commence à les arroser. Et quand je les arrose, je vois une espèce de brume qui s'élève au-dessus. Je me dis, mais oulala, j'ai un problème. Et là, c'est une brume très, très beau parce que c'est une brume rose un peu nacrée avec d'autres couleurs dedans. Et la brume, c'est comme si je la ressentais. Et il y a un énorme merci qui me fait à l'intérieur. Et je ressens cette gratitude. Et une heure après, les fleurs, elles allaient beaucoup mieux. Et donc, j'ai compris que, en fait, les fleurs, elles avaient aussi, pareil, une âme, une aura, enfin, pas une âme, mais une conscience, une aura, quelque chose, quoi, une énergie. Donc, tout ça était vivant. Donc, vous imaginez bien, César, quand je vais à l'école, que moi, j'ai cette conscience-là, je suis à l'envers de tout. Par contre, les guides n'arrêtent pas de me dire, c'est ta perception, on te donne cette expérience-là, c'est la tienne. Pas de prosélytisme. Évidemment que ça me brûle les lèvres quand je vois des enfants qui s'amusent à torturer des animaux ou qui s'amusent à couper par exemple les feuilles des arbres. Ça me rend malade, je suis comme Idéfix, j'ai un peu envie de crier au milieu de la cour, c'est horrible. Je les trouve tous stupides, je les trouve tous un peu néandertaliens. Mais en même temps, j'ai conscience que moi-même, revenue dans un corps, j'ai des aspects néandertaliens en fait. Donc je me la ferme parce que je me dis qui je suis moi pour pouvoir les juger. En même temps, c'est affreux parce que je vis une torture, parce que revenir, ce qu'il faut quand même dire, c'est que moi, quand je reviens dans ce monde, j'ai l'impression de revenir en enfer. Il y a plus d'amour, il y a que de la violence, il y a de la haine, on est coupé des émotions des autres, on peut pas communiquer, il y a pas de confiance. C'est horrible. C'est un monde vraiment horrible. Donc le retour, il est trash quand même. Vous disiez tout à l'heure que je suis pas venu apprendre, mais je suis venu me souvenir. Oui. Et vous pensez que c'est votre vie aujourd'hui, cette vie-là, c'est une vie où toute la fresque, vous la découvrez petit à petit? Oui. Après, il y a beaucoup de dossiers. Moi, je dis, j'ai des fonds de tiroir à régler, d'autres expériences de vie que j'ai vécues et que j'ai pas bien vécues, des choses que je dois aussi parfois à des personnes, tout simplement. Et puis après, quand on est une âme qui se souvient, on a un job. En tout cas, on est presque. C'est comme quand il y en a qui sont encore à la maternelle, et puis il y en a qui sont en cycle universitaire. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés au bout, mais ils sont toujours en études. Et par contre, ils ont le devoir de commencer à enseigner ou d'aider ceux qui sont, en fait, d'aider à faire les devoirs de ceux qui sont en maternelle. Ou voilà. Donc je considère ça un peu comme ça. Donc j'ai l'impression d'avoir fait un cursus un peu universitaire. Mais en fait, ça se sent. En fait, ce qui est triste, moi, ce que je trouve triste, c'est que quand on fait ces expériences, on sait que le seul but d'une vie, c'est d'aider son prochain. Il n'y a rien d'autre. Donc, ce qu'on nous fait vivre actuellement, c'est l'antithèse de l'âme, c'est l'antithèse de l'être. Même les gens qui se souviennent pas, même les gens purement matérialistes, ils se souviennent pas. C'est affreux parce que ça sert à rien d'être prosélyte et de vouloir les convaincre du contraire en disant tu fais une grosse connerie en faisant ce que tu fais, en tuant ton prochain, en pensant qu'au fric, en esclavagisant ton prochain, etc., en pensant le roi du monde ou la reine du monde. C'est affreux parce que tous les jours, on est en torture. C'est comme si vous étiez attaché à une planche et que tous les jours, quelqu'un est en train de torturer un enfant ou un animal devant vous et qu'on dit, malheureusement, il faut qu'il fasse cette expérience pour comprendre que c'est mal. Ouais. Pour comprendre que c'est pas sa nature première. C'est affreux. Ouais, donc c'est ce décalage-là qui est difficile à vivre. C'est très, très dur. C'est très dur. Parce qu'on ne peut pas intervenir systématiquement. Il y a des fois où moi, on m'a dit, là, tu n'interviens pas. Il y a des fois, on m'a dit, là, tu interviens. Par contre, majoritairement sur des gros crimes ou sur des trucs vraiment violents ou des trucs que je pourrais, par exemple, quand je sens qu'il y a peut-être quelque chose de vraiment qui ne doit pas arriver ou qu'on pourrait éviter, eh bien, je donne toutes les infos que je peux. Il y a quelque chose qui est très fort. On est dans une expérience de vie qui s'appelle le libre arbitre. Et c'est là où c'est assez terrible. S'incarner dans un corps, c'est la même énergie de lumière qui s'abaisse, qui se concrétise, qui devient dense
Et dans cette densité, on perd beaucoup de notre conscience. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus, c'est exactement ça. C'est comme d'être un être extrêmement évolué et on redescend à l'état de néandertalien. Eh bien, on a cette conscience, peut-être même qu'un néandertalien, à la limite, ils avaient des concepts bien plus hauts que nous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment enfermés dans la matière et on ne croit qu'à travers la matière. Donc, c'est très violent de voir ça, de voir à quel point les gens se font du mal. Pour moi, c'est hallucinant de voir à quel point nos dirigeants ne sont portés que pour faire le mal. Je peux pas dire autre chose. C'est quelque chose qui, pour moi, est... En plus, je suis soumise, je suis esclavagisée par ces propres personnes. Et pourtant, j'ai des concepts qui, a priori, sont ceux qu'on considère être mieux. C'est quoi, c'est le règne de l'ego pour vous ? C'est le règne de... Non, c'est pas le règne de l'ego. L'ego est une chose qui, si est bien employée, elle est utile. C'est une chose utile. Je sais que dans les milieux spirituels, on dit « Oh, il faut pas d'ego, faut pas d'ego. » Ce qui n'est pas possible. C'est pas possible. C'est important que vous fassiez l'expérience avec votre ego, votre personnalité, etc. Maintenant, pour moi, c'est l'amnésie. C'est une énorme amnésie. On a des êtres qui viennent et qui sont déjà amnésiques. Après, ils font faire une expérience. Et cette expérience qu'ils nous font vivre, et ça nous met face à un choix. Quel choix ferez-vous ? Ferez-vous le choix d'aller exactement dans leur même sens, c'est-à-dire réagir de la violence à la violence? Allez-vous pouvoir résister à la violence? Allez-vous aller vers quelque chose où vous êtes dans le bien, en sachant que si vous allez dans le bien, vous ne réagissez pas? Ces êtres-là, qui sont eux persuadés qu'ils ont raison, sont dans l'agression, ils vont vous annihiler, ça c'est sûr. Donc du coup, c'est très compliqué d'être toujours dans cet équilibre et de vivre dans ce monde où actuellement, c'est la loi du plus fort. C'est je t'écrase la gueule. J'ai mal pour ces personnes parce que ils passeront par exactement le. Par contre, ça je sais qu'ils passeront par le même examen que moi, où ils se feront leur propre examen de conscience. Parce que quand je voyais mon écran, c'est pas mon guide, c'est pas l'être guide qui me jugeait, c'est moi et je me suis jugée très durement. Alors eux qui vont passer à la casserole, je les plains énormément. Ouais, parce qu'ils vont avoir d'autres expériences qui rendront pas facile les choix qu'ils ont fait avant. Exactement. C'est-à-dire que ce qu'on fait subir aux autres, on va devoir le subir aussi. C'est-à-dire qu'on va devoir vivre l'autre côté. Alors, ils diront, j'en ai rien à foutre parce que ce que vous dites, c'est des conneries. Et puis maintenant, je suis là au moment présent. Donc, je m'en fous plein la lampe. Je tue, je viole, je vous esclavagise, je vous pique tout votre pognon, je vous rends malheureux, je vous pousse au suicide. Ça m'est égal. C'est pas mon problème, j'ai pas de conscience. Et ça, ce sont des conneries. Très bien. Mais personnellement, je n'ai pas à convaincre. Mais personnellement, j'ai ma petite conviction. Oui. 14 ans, oui. 15 ans, deuxième expérience de mort imminente, oui. Un an après. Oui. Pourquoi aussitôt et qu'est-ce que vous avez vécu ? Alors, moi je l'explique avec un trait d'humour parce que après j'en aurais eu aussi à 16 ans, donc encore un an plus tard. 15 ans, je me souviens que je suis tombée très gravement malade. J'ai pas eu une très bonne santé parce que j'ai une maladie génétique grâce à ma famille aristocratique russe. On est des fins de race, je suppose. Alors, si les aristos m'entendent, ils vont pousser des hurlements, mais je m'en fous, je rigole. C'est une façon un peu humoristique de détourner la chose. Enfin, toujours est-il que je chopais tout ce qu'on pouvait choper. Donc c'était quoi, problème de défense immunitaire à travers grave, cette... mais très très grave. C'est-à-dire que vraiment, puis alors, je les ai vraiment cumulés. Et donc là, de nouveau, je cumule une maladie très grave, une fièvre de cheval monstrueuse. J'étais en pleine nuit en souffrance affreuse. Et tout d'un coup, je passe d'une souffrance dans mon corps à plus rien. Tout d'un coup, tranquillité, silence. Je retrouve l'état de plénitude que j'avais eu à 14 ans. Et apparaît au pied de mon lit l'être de lumière, le même, qui pareil communique avec moi. Donc là, je vois que je sors de mon corps cette fois-ci. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette sensation d'être couchée et de me retourner et de me voir dormir, puis de me retourner et de voir l'être de lumière. On connecte à nouveau par la pensée, sauf que il me dit tu es libre, tu pars quand tu veux, tu viens quand tu veux. À nouveau, il me redit la même chose en disant je te donne le choix, apprends que tu peux partir quand tu veux. Et partir, ça veut dire partir de cette enveloppe physique, oui, mourir. Oui, ça veut dire mourir, tu pars quand tu veux. Ce que vous décrivez, ça pourrait être aussi pour certains expérienceurs une sortie du corps. Et en vous disant, tu pars quand tu veux, tu peux faire cette expérience-là quand tu veux. Alors là, non, parce qu'il m'envoie vraiment... Alors, quand on communique par la pensée, on communique aussi par le ressenti, par l'intention. Et là, vraiment, l'intention, c'est de dire, tu te barres de la baraque quand tu veux. Bien sûr qu'au départ, c'est une sortie de corps. Je vais pas dire le contraire. Ce qui différencie une sortie de corps classique d'une EMI, c'est qu'on ramène pas toujours la même conscience. Effectivement, il y a des gens qui vont faire des sorties de corps et qui vont aller tellement loin qu'ils vont faire ce qu'on appelle une EMI et qui vont ramener ce côté Saint-Bernard, Zorro, l'amour, machin. Il y en a d'autres qui feront des sorties de corps, qui vont se balader, qui vont avoir aucune conscience. Ils vont revenir, ils vont dire juste oh, je me suis fait un kiff. Voilà, il y en a qui provoqueront ça par des drogues, d'autres simplement par des accidents, d'autres par des orgasmes. Enfin, chacun fait comme il veut, on s'en fout. Mais du coup, l'être de lumière me dit voilà, tu pars quand tu veux. Au même temps qu'il me parle et qu'il m'envoie ça,
bizarrement, je me rends compte que je suis plongée dans l'obscurité totale. C'est-à-dire que la pièce où je suis, ma chambre, elle est dans le noir. Or, entre-temps, j'avais développé, grâce à une de mes sœurs, une phobie du noir. Parce qu'elle avait trouvé un jeu très amusant quand j'étais petite, c'était de me faire peur dans le noir en se jetant sur moi et en faisant semblant de m'étrangler. Donc, le noir me terrifiait. Et donc, bêtement, voilà comment c'est la concentration de pensée. C'est intéressant parce qu'on voit comment notre pensée, si on l'axe sur un côté ou sur un autre, ça nous influence beaucoup. Et donc, je l'ai sorti du côté positif, c'est-à-dire de me connecter à l'être de lumière, qui était plein d'amour. Je l'ai connecté à l'obscurité, à la peur. Et du coup, je suis retombée dans mon corps. Mais vraiment, comme un sac de patates qui retombe par terre. Et je suis rentrée dans mon corps et la fièvre a repris d'un coup. Voilà, terminé. Ça, c'était la deuxième expérience. Mais du coup, elle a conforté la première, puisque je retrouve l'être de lumière, je retrouve cette hyper-connexion, je retrouve la différence entre le corps souffrant, ce corps qui est une prison, et moi qui peux m'en extirper et être très bien. Et la vue à 360, et je retrouve tout, en fait. Et jamais 203 ? Et la troisième, alors là, c'est plus compliqué, parce qu'évidemment, après ces prises de conscience et tout ça, j'ai pas la conscience évidemment d'une ado. Et donc, à 16 ans, je rentre dans une nouvelle école. Je souffrais beaucoup au niveau de l'éducation nationale. C'était un endroit que je trouvais restrictif, limitatif, et je n'ai jamais compris comment on pouvait imaginer qu'on pouvait ouvrir les esprits avec cette technique d'éducation, puisque ça ne génère pas de curiosité ni d'ouverture d'esprit. Je m'en fous, je tape à bâton rompu sur l'éducation nationale. C'est bien pour ça qu'on m'a envoyé dans une école privée qui développait normalement les personnalités. D'ailleurs, c'était vrai parce que je m'y suis sentie beaucoup mieux. En attendant, au départ, quand je suis rentrée, mes petits camarades qui se connaissaient depuis très longtemps dans cette école privée, moi j'étais l'électron étranger, et toujours cette espèce de racisme, ce rejet classique de l'humain, côté animal. Tu fais pas partie de la tribu, tu sens pas notre odeur, donc tu dégages. Ils ont trouvé la bonne idée, c'était de me faire passer un bizutage. Et ils m'ont fait faire ce qu'on appelle le jeu du foulard. Et je leur disais, mais ça sert à rien. Et je savais, en fait, j'avais cette espèce de conscience. Et en même temps, à l'intérieur, on disait, bon, de toute façon, je m'en fous. J'avais un côté très... après toutes ces expériences, moi, je me voyais un peu plutôt comme un vieux monsieur. Pas du tout comme une petite fille ou comme une jeune fille. Je me voyais comme un vieux monsieur fatigué. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est bête, mon Dieu. Mais bon, enfin bref, s'ils veulent que je le fasse, leur foutu jeu, ben, je leur fais, puis ils me foutront la paix. Moi, ça me coûte rien, je m'en fous. Et je savais que ça allait mal se passer, par contre. Je savais tout de suite, je l'ai su. Ça s'est très mal passé. Et donc, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Et en fait, je suis pas revenue. C'est-à-dire que j'étais au-dessus de mon corps. J'ai vu que mon visage est devenu tout pâle. Mon corps, c'est compliqué d'expliquer. C'est comme si je voyais une statue. C'est-à-dire que ça ne me concernait pas. Oui, une dissociation complète qui se passe. C'est-à-dire que c'était un objet. Donc cet objet, je voyais bien que je commençais à être pâle. Je voyais bien mes lèvres qui devenaient bleues. Donc je commençais à cyanoser, a priori. Et surtout, je me suis élevée au-dessus du groupe et je ressentais et j'entendais les pensées et j'entendais aussi les voix. Aucun d'eux n'avait une vraie bonne intention. Ils ont commencé à me donner des coups de pied dans les jambes, voyant que je revenais pas. J'étais allongée sur le carreau, là. Ils avaient vraiment peur. Et ils étaient là, ouais, Chiraski, allez, réveille-toi, et hop, hein. Et j'étais là. Et je me souviens qu'on était dans un espèce de camp, de camping. On faisait un camp de botanique ou je sais plus quoi. Et donc j'étais au niveau. Je me souviens, je me suis élevée. Il y avait un espèce de grand pin. Je me suis élevée au niveau du pin. Je les observais de haut, comme ça, un peu d'un air de dire, je n'ai pas envie de redescendre parce que vous êtes trop méchants. Et puis ça m'intéresse pas. Et puis finalement, au milieu de ce groupe, il y a un jeune homme, un garçon, qui s'est mis à genoux, qui m'a attrapé par les vêtements, par le torse, et qui m'a frappé au sol d'un coup. Et en fait, ça a fait certainement repartir le cœur, mais c'est pas pour ça que je suis revenue. Parce qu'il aurait pu faire ça, ça ne serait jamais reparti. Oui, c'est qu'il soit occupé de vous et qu'il ait eu une intention. Il a eu une vraie belle intention. Et surtout, à l'intérieur, il y a quelque chose qui m'a envoyé, qui presque, alors ça, c'est inexplicable. C'est presque concomitant, instantané, qui m'a envoyé tout ce qui pouvait lui arriver si je ne revenais pas. C'est-à-dire, quel est l'impact que ça allait avoir sur sa vie si je mourais près de lui. Et du coup, je suis revenue pour lui. Et il est resté mon meilleur ami. Alors qu'on vit à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Et c'est resté mon meilleur ami. Jusqu'à aujourd'hui. Et je lui dis toujours, tu sais, Alexandre, je suis revenue pour toi. À ce moment-là, 3 expériences de mort imminente en 3 ans, c'est assez dingue. Est-ce que vous ressentez à ce moment-là que c'est finalement normal d'en avoir vécu 3, ou que c'était vraiment pour vous dire, t'as toujours le choix et t'es vraiment dans une vie particulière? D'abord, il y a une énorme souffrance, parce que pour le coup, c'est comme
C'est comme si on me disait, maintenant, c'est comme une conviction. C'est comme si on voulait me convaincre. Alors, moi, j'ai un gros trait de caractère, c'est que je suis quelqu'un d'un peu obstiné. Donc, je pense qu'il faut me botter le cul plusieurs fois pour que je comprenne la leçon. Donc, je l'ai pris plutôt comme ça. D'un air de dire, si t'as pas compris la leçon, maintenant, tu l'as comprise. Et c'est d'un air de dire, tu peux pas éviter la chose maintenant. Tu es obligé de vivre avec ça. Et ça a été une énorme souffrance parce que moi, je voulais pas rester ici. Je voulais repartir de l'autre côté. Je comprenais pas ce que je foutais là. Je voyais pas pourquoi j'avais besoin de rester là. C'était que de la torture, que de l'horreur et tout. Non, c'était très, très violent. C'était très difficile. Par contre, l'idée que j'avais quelque chose, je devais être par contre très à l'écoute, que je devais pas me planter, que je devais être sérieuse, je l'ai eu tout le temps et très vite. Donc, pour moi, je l'ai vécu comme un poids. Hein. Je l'ai pas vécu comme quelque chose de libérateur. Hein. Je l'ai vécu comme une forme de fatalité, en fait. Oui, c'était un peu une fatalité. C'était un peu une condamnation entre parenthèses. Et j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir repartir. Alors, j'ai pas attenté à mes jours. En tout cas, pas pour ça. Oui, j'ai fait une fois une tentative, mais parce que j'ai fait une tentative à cause de l'éducation nationale, justement, parce que je sortais, on m'a remis après ce système dans cette nouvelle école qui était plutôt bien, justement par rapport à ce que j'étais, qui avait une autre conscience et qui était plus ouverte. On m'a remis dans le système d'éducation nationale et cette espèce de pensée qui est comme une boîte à chaussures, j'ai cru que je mourrais là cette fois-ci à nouveau, et donc j'ai voulu m'en extraire puisque personne ne m'aidait, ne m'entendait, ne me sortait de là. Et du coup, je me suis dit, je m'en fous, moi ça me coûte rien, je vais me tirer puisque j'ai le choix, puisqu'on m'a dit que je pouvais me tirer. Et bon, ça a pas fonctionné. J'ai eu plein d'autres occasions où je pouvais le faire, mais c'était la seule fois où je l'ai fait de façon volontaire. Donc c'était très dur. Ça a été long avant que je n'intègre le fait du pourquoi j'avais fait ces expériences et de l'utilité et de qu'est-ce que je pouvais en faire. Parce qu'en fait, le but d'une expérience de mort imminente, et ça, je le dis pour peut-être des gens qui verront la vidéo. Si vous avez fait une expérience de mort imminente, sachez qu'il n'y a pas de hasard. C'est parce que c'est pas pour que vous soyez des prosélytes et vous portiez la bonne parole. C'est parce que vous avez un rôle à jouer et que cette expérience s'adresse à vous, mais qu'elle va vous développer des outils où vous pourrez peut-être aider votre prochain. Justement, avant qu'on vienne sur cette boîte à outils que vous avez aujourd'hui et comment vous aidez les gens, il y a eu plein d'examens, d'écriture, presque d'études sur les expériences de mort imminente. Oui. Quand on regarde d'un point de vue un peu macro, qu'est-ce que vous en retenez ? Moi, j'en retiens que ça nous rend meilleurs, déjà. Moi, j'en retiens que les gens qui ont vraiment fait une expérience de mort imminente, et je parle pas de gens qui ont juste fait une sortie de corps, moi, je dis que ces personnes-là, quand elles reviennent, ce sont des êtres qui sont d'une hypersensibilité. Ce sont des gens qui ressentent énormément de choses. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont hypersensibles et qui ressentent des choses sans avoir fait une expérience de mort imminente, mais on a un espèce de syndrome de Zorro et de Saint-Bernard. Et par contre, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu, a priori, l'église de la Sainte Émie ascensionnée. Donc, on n'est pas prosélyte pour dessous. On a au contraire une espèce d'humilité. Par contre, de partager, de vouloir... moi, je vois ça plutôt comme de vouloir donner une information complémentaire aux autres en disant, il n'y a pas que ce qu'on vous propose, il y a peut-être ça aussi. Juste réfléchissez, mettez ça en lumière. Pourquoi croire au pire quand vous pouvez donner autant de chance au meilleur? Puisque dans cette société, dans ce monde, on nous maintient en esclavage en nous faisant croire tout le temps au pire et en nous maintenant dans la peur. Et là, c'est vraiment l'antithèse. C'est de dire, on est des êtres bons, profondément, portés au bon. Mais si on... Enfin, des fois, ça m'émeut presque de parler de ça parce que je me dis, mais bon sang de bois, si le monde entier... Moi, je dis des fois, putain, mais j'ai envie de leur mettre les doigts dans la prise, quoi. Qui se réveille. Parce que si tout le monde se réveillait, on n'aurait pas ce qu'on vit actuellement. On n'aurait pas ce monde de cauchemar qu'on a actuellement. On serait pas en train de bousiller notre terre. Notre terre qui a elle-même sa propre conscience. Et c'est affreux parce que quelque part, les gens comprennent pas. Moi, des fois, c'est comme si on avait, avec ces expériences de mort imminente, beaucoup plus d'humilité. Ce qu'on n'a pas quand on n'a pas cette conscience. Parce que quand on n'a pas cette conscience, pour peu qu'on ait un peu de pouvoir, etc., on se prend pour la reine ou pour le roi du pétrole. Moi, je mets les hommes et les femmes au même niveau. Parce que pour moi, les gens qui n'ont pas de conscience et qui atteignent un certain pouvoir, qu'ils soient hommes ou femmes, sont aussi purs, je trouve. Et les expériences de mort imminente, ça, justement, ça enlève cet aspect-là. Ça vous force à vouloir encore plus, c'est-à-dire comme si vous pouviez pas merder. C'est interdit de merder, voilà. Alors que les autres, ils ont encore le choix de merder. Mais nous, c'est comme si ça nous était désormais interdit. Donc, on peut merder par inconscience, mais tout ce qui est conscient, tous les domaines sur lesquels on nous a ramené la mémoire, on n'a pas vraiment le droit. Ou alors on n'a pas d'excuse, on va dire. Ouais, c'est un peu cette fresque dont vous parliez au début. C'est-à-dire que maintenant que vous connaissez la totalité de la fresque, c'est plus compliqué de dire je savais pas. Exactement.
Donc ça crée une forme de responsabilité, ça change profondément la personne, mais ça crée une forme de responsabilité de maintenant je sais. C'est surtout que ça crée. Moi, j'ai un vrai stress et une vraie angoisse parce que je sais que quand je vais finir cette vie-là, je vais repasser devant mon examen de conscience. Donc, je sais que moi, il y a plein de trucs. Il y a déjà je sais que j'ai déjà des trucs où j'ai merdé. Je peux pas être parfaite et je ne serai jamais parfaite. Tant qu'on est incarné, on peut pas être parfait. C'est pour ça que moi, les maîtres et les gourous, etc. Vous savez, César, un jour, m'a même proposé de devenir gourou. J'ai refusé. Qui je suis, moi, pour devenir gourou? Je suis rien du tout. Je suis encore en train de faire mes petites expériences. Ma conscience, par rapport peut-être à d'autres, elle semble très grande. Mais pour moi, c'est comme si je regardais par un trou de serrure. Donc, il y en a qui auront un trou de serrure qui fait 2 millimètres. Moi, la mienne, à la limite, elle fait 1 centimètre. Mais c'est 1 centimètre sur l'infini. C'est ridicule. Donc, qui je suis pour m'ériger comme un maître? Je suis une nullité sans faille, c'est tout. Donc, je connais rien, je sais rien, j'apprends toujours. Mais peut-être que sur certains domaines, j'ai des petites choses où je sais un petit peu plus, peut-être. Pour finir sur le chapitre des expériences de mort imminente, comment vous réagissez aux scientifiques qui vont dire que c'est une construction du cerveau, que la conscience, du coup, est produite par le cerveau et qui est très... qui est la théorie, on va dire, émergente, enfin pas émergente, mais sous-jacente, très matérialiste, versus la théorie plutôt post-matérialiste qui serait de dire que la conscience est le soubresaut et le sous-jacent de tout ça. Comment vous réagissez aux scientifiques qui, en fait, disent « non, moi, j'ai pas de preuve de ça ». Je m'en fous complètement. Personnellement, pour moi, ce sont des êtres qui sont tellement persuadés de leur incarnation, que leur corps, c'est la seule vérité, que la science, c'est la seule vérité. Je m'en fous complètement parce que je me rends compte que actuellement, j'ai 52 ans. Donc, depuis l'âge de 14 ans, j'ai pas beaucoup vécu. C'est-à-dire sur le temps de l'éternité, c'est ridicule. Mais sur un temps de vie, j'ai pu quand même voir passer des choses. Et je me rends compte que tous les concepts pour certains concepts que j'ai passés, dont on a parlé, les scientifiques sont en train d'arriver au même résultat que moi en n'ayant fait aucune étude scientifique. Et personnellement, c'est ce que je dis souvent aux gens. Je leur dis, je suis pas là pour que vous me croyiez. Parce que égoïstement, j'ai mes propres vérités, j'ai fait mes propres expériences. Et quand on arrivera au moment de mourir, je préfère être à ma place qu'à la leur. Parce que si eux ne croient en rien, si eux pensent que c'est une invention de l'esprit, je crois que les gens terrorisés dans leur lit ou ailleurs quand ils vont devoir faire face à la mort, c'est eux, pas moi. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas un problème, parce qu'on confond souvent science et scientisme, est-ce que c'est pas un peu plus du scientisme, finalement, d'ériger une vérité par rapport à un ensemble connu pour pas sortir de sa zone de confort, alors qu'on pensait que la Terre était plate il y a encore quelques centaines d'années? D'accord. Déjà, pour moi, quelqu'un qui déjà, en tant que scientifique, ne se porte pas sur l'histoire scientifique, c'est-à-dire se dit ça c'est la vérité. Pour moi déjà c'est quelqu'un qui déjà est dans l'erreur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pour moi n'est pas un vrai scientifique, puisque pour moi, enfin à mon idée, un scientifique c'est quelqu'un qui se sert des leçons du passé, se base sur les éléments du passé pour avancer et pour se dire au fond si je partais du potentat que tout est possible. Parce que le but d'un scientifique c'est l'expérimentation, c'est le questionnement, c'est justement au contraire une ouverture d'esprit, c'est pas d'affirmer des choses. Or on voit en plus qu'il y a un truc qui est extraordinaire, c'est quand même que il y a l'évolution. La vie, la nature, même je parle du concret là, de choses concrètes, elle passe son temps à s'adapter, elle passe son temps à évoluer, et donc on ne sait pas ce qu'elle va prendre comme direction. Actuellement, nous avons un impact, par exemple, sur notre planète, sur les races, sur les différents êtres qui peuplent notre planète et sur la nature classique elle-même. Eh bien, si nous avions fait un autre choix, elle aurait certainement évolué d'une autre façon. Nous avons fait ce choix, elle s'adapte et elle évolue d'une autre façon. Est-ce qu'un scientifique aurait dit « Oui, aujourd'hui, elle va évoluer comme ça ?» On ne peut pas le savoir. Elle est tout le temps en train de se réinventer. C'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Un scientifique qui dit « Je maîtrise, je sais », pour moi, c'est pas un bon scientifique. Oui, c'est même pas de la science, parce que le principe de la science, c'est de se baser finalement sur des expérimentations, de partir de ça pour avoir une théorie, et ensuite d'aller expérimenter ou de valider cette théorie. Oui, et puis c'est d'enrichir, c'est de nous enrichir, nous, les personnes qui n'ont pas le temps peut-être de nous poser ces questions et de nous ouvrir notre conscience. C'est à ça que sert normalement un scientifique. Ouais. C'est pas d'être quelqu'un qui est justement comme un prosélyte et qui dit c'est comme ça que je l'ai vu et c'est comme ça que vous devez croire. Sinon vous êtes des cons ou alors je vous fous en tôle. C'est ridicule. Et pourquoi est-ce que d'après vous, il n'y a pas suffisamment de scientifiques qui viennent travailler sur les sujets autour de la conscience? Ils pourraient dire bon j'y crois pas, je l'étudie. Bon, je trouve que de plus en plus, je trouve qu'à travers, par exemple, tout ce qui est la science quantique, je vois que de plus en plus, ce qu'on va dire, ce qu'on peut appeler les milieux officiels, se penchent de plus en plus et se touchent à des choses qui commencent à toucher beaucoup. Ils ressemblent beaucoup à nos expériences de mort imminente ou au concept qu'on peut toucher à travers nos expériences de mort imminente.
par rapport à la temporalité, par rapport aussi notamment au magnétisme, à l'énergie, aux atomes, toutes ces choses-là, moi quand je les lis, et je n'ai aucune prétention scientifique, quand je les lis en tant que personne lambda, je suis enthousiaste parce qu'ils sont en train de toucher des choses que moi j'ai expérimentées. Pour moi, c'est quelque chose qui est très proche d'une certaine, c'est pas la vérité, c'est d'une certaine vérité. La vérité, pour moi, la vérité, c'est si on était capable d'englober la totalité des visions déjà de tout ce qui contient l'univers et pas que la planète Terre, alors on aurait la vérité. Or, on n'est pas capable parce qu'on n'a qu'un asprisme et sur notre planète. Aujourd'hui, grâce aux grands télescopes, par exemple, on découvre d'autres univers, d'autres formes, etc. On découvre des choses extraordinaires. En fait, on devrait rester des enfants émerveillés. On devrait rester surtout des enfants émerveillés, des enfants. Oui, vous le dites, la physique quantique rapproche effectivement, on va dire, les théories. Je parlais tout à l'heure de Bernardo Kastrup sur le post-matérialisme, mais quand on voit la théorie de la fente pour savoir si c'est une onde, un objet, que c'est en fonction de l'expérienceur que l'expérience se fait, il y a forcément une question d'intention, de conscience qu'on ne sait pas expliquer, mais qu'on peut identifier à travers l'expérience. Ou même l'intrication quantique, quand on prend deux éléments qui sont en lien au départ et qu'on les met à deux endroits complètement différents sur, j'allais dire, dans l'univers entier, ça dépasse complètement la localité, puisque l'incident sur un va impacter l'autre. Tout à fait, absolument. Mais c'est ça là où moi j'ai de la chance parce que mes guides m'envoient beaucoup de rêves initiatiques et m'expliquent beaucoup de choses qui finalement dans notre monde sont des sujets scientifiques. Et pour moi, ce sont des sujets qui sont scientifico-spirituels. En fait, ce que ne savent pas les scientifiques, c'est qu'ils travaillent sur des sujets spirituels des fois. Et c'est très, très passionnant parce qu'en fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils sont en train de, simplement eux-mêmes de se souvenir de leur nature première et que quelque part, il y a leur voix intérieure qui les amène sur des chemins qui sont très, très proches, en fait, de la conscience universelle. C'est passionnant. Moi, j'adore être observatrice de ça. J'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça. Par contre, je trouve que notre monde est coupé en deux. Il y a autant de lumière actuellement que de noirceur. Dans un rêve, on m'a expliqué aussi cet aspect noir. On m'a dit le noir ou le négatif, c'est de la lumière qui s'ignore totalement. C'est une lumière qui est complètement dans l'amnésie totale, dans l'ignorance de soi-même. Mais un jour, elle se souviendra. Parce qu'on m'a montré que moi aussi, à un moment, j'étais un être extrêmement noir, extrêmement obscur, et que je m'ignorais moi-même, j'ignorais ma propre lumière, et qu'au fur et à mesure, j'ai réussi à la récupérer et à me souvenir. Est-ce que dans cette vie-là, je suis un être de pure lumière? Non, pour moi, toujours pas. Parce que j'accepte de vivre sincèrement l'expérience de l'humain, qui est une expérience de moitié-moitié. Il faut expérimenter son obscurité, la transmuter et l'utiliser à des fins positives. Voilà peut-être une des réponses que moi j'ai trouvé pour moi-même. Ce serait presque une double dualité, la dualité de finalement de comprendre qu'il y a d'autres différents niveaux de conscience et de transmuter sa propre noirceur pour aller vers un élément où on se rappelle qu'on n'est pas que ça. Exactement, parce qu'en fait, pour moi, de ce qu'on m'a fait expérimenter, quand j'étais hors de mon corps et on était dans la lumière, il y avait que de la lumière. Le noir n'existe absolument pas. Il y a rien, il y a pas de forme pensée, il y a pas de j'en sais rien moi, il y a vous savez actuellement alors là je vais me foutre à dos un nombre de gens incalculable mais je m'en fous. Tant pis, j'ai l'habitude. Par exemple, les formes pensées des religions ou les formes pensées même scientifiques ou les formes pensées par exemple des New Age ou les formes pensées qui disent on est dirigé par des gouvernements stellaires ou je sais pas quoi. En fait, comme on m'a fait vivre cette expérience qui était très 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 loin, qui était très abstraite, où on me disait en fait il y a que de l'énergie. L'énergie, c'est comme une pâte à modeler et il y a un être supraconscient qui prend des bouts de lui-même ou d'elle-même, parce qu'elle n'a pas de sexe, et elle transforme en pâte à modeler et elle crée ce studio, elle crée l'Afrique, elle crée une autre planète, elle crée un César, elle crée une Vanina, elle crée d'autres réalités parallèles, elle crée des choses à l'infini et elle crée quelque chose qui est elle-même. En fait, elle s'expérimente elle-même en elle-même. Et en faisant le jeu de s'oublier. Et en faisant le jeu de s'oublier pour s'expérimenter mieux, pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, il y a des gens qui disent, moi, par exemple, quand je suis tuée, violée, torturée, qu'est-ce qu'il y a de drôle et quel est l'intérêt de s'amuser à faire ce genre d'expérience? Eh bien, c'est de grandir l'intensité d'énergie, d'amour, se souvenir de ça et recréer et retourner à la source. Et toutes nos incarnations, en tout cas ici-bas, sur cette terre, a priori, c'est comme si on prenait un électron de lumière, on l'envoyait au fond de la pièce qui est la plus sombre et l'électron doit revenir réattiré par la lumière et se rééclairer et reprendre lumière aussi et se reconnecter à nouveau à la source. Pour quel but, pour quelle raison? Moi, je n'ai pas forcément la réponse encore. On me l'a pas donné. Il y a d'autres personnes qui y ont répondu.
des gens qui sont certainement plus aptes ou plus, je sais pas, qui ont peut-être le droit d'avoir plus d'informations que je n'en ai. Mais moi, la seule réponse qu'on m'ait donnée, c'est une auto-expérimentation et c'est comme si on augmentait le taux vibratoire d'un super méga être qu'on peut pas. Moi, j'ai pas de mots pour le dire parce que je le ressens là et que y a pas de limite. Ouais. Même il y a pas de limite, c'est déjà une limite. Ouais. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas tout simplement concevoir. Pas du tout concevoir. On peut le ressentir et même en le ressentant, ça coupe la parole parce que tout d'un coup, on est pris par ce truc-là et on est fondu dedans et l'éternel présent tout d'un coup s'impose. C'est très compliqué d'expliquer ce concept parce que c'est très abstrait. Ouais, bien sûr. Et puis on est nos propres limitations, donc. Ah, total. Parce que déjà le sortir, l'extraire, c'est déjà le désolidariser de la totalité, de la globalité. Or cette chose-là, même si vous le sortez, vous êtes toujours dedans. Donc vous êtes toujours dans le 1. C'est simplement quand vous concentrez sur des morceaux de ce 1 que effectivement on a une dissociation. Sinon c'est toujours 1 partout. Ouais. C'est compliqué, hein. Après ces expériences de sortir du corps, du coup vous êtes forcément plus consciente de certaines capacités. Ouais. Comment est-ce que vous en venez à aider des gens? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la suite de ce parcours-là? C'est pas venu tout de suite, hein. D'abord j'ai voulu faire l'école buissonnière. Alors bon, je vais quand même être honnête, c'est que j'avais compris vaguement que dans ma famille, il y avait des gens qui avaient déjà quelques capacités médiumniques. Et puis même avant de faire les expériences de mort imminente. Votre grand-mère ou d'autres Oh là là, moi j'ai une famille russe, ukrainienne, balte. Et de l'autre côté, une famille corse et avec d'autres origines. Et du coup, du côté russe, et ben souvent comme dans tous ces pays-là, on a souvent des gens qui ont des drôles de capacités. Et donc j'avais bien compris que, mais dans ma famille, on ne les utilisait pas, on n'en parlait pas. Et du coup, c'est vrai que moi j'ai voulu faire l'école buissonnière parce que déjà on n'en parlait pas, on était dans le concret. Fallait faire des études, fallait faire des choses. Mais moi je voulais rien faire de ce qu'on me proposait. La seule chose qui m'a passionnée, c'était l'art au début. Et d'ailleurs quand j'avais 16 ans. Après ma 3e expérience, je me souviens, j'avais eu une discussion avec ma mère en disant, j'étais très extrême parce que j'étais tellement malheureuse de revenir là. J'avais dit, je serai artiste ou je me tue. Et elle avait souri, elle avait dit, tu sais, il y a la voie du milieu, c'est de faire des études d'art et puis voilà quoi, c'est tout. Et c'est ce que j'ai engagé aux grandes dames de mon père à l'époque. Il m'a plus parlé pendant 1 an parce que lui voulait que je suive la même voie que lui, qui était la voie du journaliste, de la Sorbonne, etc. Parce que on avait découvert que j'avais sensiblement des capacités assez bonnes rédactionnelles en littérature, en français et puis en histoire. Et je suis partie sur la voie de l'artiste. Donc j'ai fait 7 ans d'histoire de l'art, d'art plastique, de restauration d'art, de conservation du patrimoine, etc. Donc je me suis pas occupée de tout ça, mais régulièrement, j'avais compris, par exemple, quand j'étais petite, j'avais compris que quand je touchais les gens, j'étais des fois attirée pour, par exemple, masser des gens ou toucher les gens ou simplement passer la main et je leur retirais des trucs. Ça, je le savais, des trucs négatifs, des trucs qu'ils portaient. Et après, j'étais crevée. Alors, c'est-à-dire que quand je faisais ça, après, j'étais une petite fille gentille, hein, parce que j'allais me coucher sur le sofa, les gens parlaient, moi, je dormais, j'étais crevée. Et j'ai découvert au fur et à mesure que régulièrement, j'avais une pulsion, il y avait quelque chose qui me poussait à aller aider l'autre, mais physiquement. Et je l'ai fait, je savais pas si ça avait une action, mais après, j'ai découvert que ça avait une vraie action. C'est quelque chose. Parce que les gens vous l'ont dit, enfin. Oui, parce que j'ai eu des retours. Les gens me disaient, ma vie a été transformée. C'est très bizarre parce qu'à partir du moment où tu m'as fait ça, je me suis quand même rendu compte que ma vie, elle changeait. Et puis, tout ce qui n'était pas bon, ça m'a quitté. Et puis j'allais mieux. Et puis ci, et puis ça. Après, libre à eux aussi de se replonger dans leur merde, mais la majorité, ça avait vraiment cet impact-là. Alors, je peux pas dire, oui, je fais des miracles, je sauve. Non, je constate que régulièrement, là, pareil, c'est comme une étude scientifique. Il y a tant de pourcentage de réussite. Après, il y a peut-être des ratés, c'est certain. Mais voilà. Et donc, j'avais des... D'ailleurs, il faut se méfier des gens qui proclament avoir du 100% de taux de réussite partout, etc. Si c'est le cas, je les félicite et je trouve ça formidable. Tant mieux pour eux. Moi, je ne prétends pas ça et non, je peux pas prétendre ça. Ce serait pas possible. Ce serait vraiment mentir, ce serait faux. Puis, je sais pas. Il y a quelque chose de mentir et de prétendre des trucs qui n'existent pas. Je trouve ça presque dangereux, en fait. On passe sur le côté presque gourou à essayer de vendre une forme de science chamanique. C'est ça, mais ça, c'est un autre sujet, c'est un autre domaine, c'est compliqué d'expliquer tout ça. Mais donc, on m'avait donné effectivement sensiblement cette capacité-là, mais j'ai traîné de la patte, longtemps. Et puis, on m'a laissé donc l'univers, Dieu, comme on veut, je m'en fous, on donne le nom qu'on veut.
m'a laissé faire mes petites affaires égotiques, justement, du petit personnage de Vanina, et mes peintures, et mes trucs, et mes restaurations. Et puis un jour, on m'a tout retiré. C'est-à-dire que j'ai atteint un niveau très haut dans le domaine social, reconnaissance publique et tout ça. J'ai au fond atteint quelque chose qui correspondait à un schéma sociétal familial. Du succès ou voilà. Voilà, exactement. Une reconnaissance. Bah vraiment, c'était le truc inattendu, hein, la reconnaissance internationale. Enfin, même moi, j'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver. Mais comme on disait, le hasard s'est présenté. Voilà. Et après ça, ça a été bon. Bah maintenant, tu t'es bien amusé. Bah maintenant, t'es à nous. Et maintenant, tu vas faire ce qu'on te dit de faire. Au boulot. Au boulot. Et donc, j'ai tout perdu, mon boulot. Mais tout, c'est-à-dire que tout, je suis tombée sur des gens qui m'ont foutu en burn-out. Là, pour le coup, j'ai vraiment voulu à nouveau me suicider parce que j'avais voyé plus de sens à ma vie. J'avais tout perdu, c'était une catastrophe. Plus de maison, plus de pognon, plus de travail, plus de chômage, plus rien. Tout m'avait été retiré et je trouvais pas de travail. Et je me souviens qu'un jour, comme tout le monde, de guerre lasse, et pourtant, vous voyez, César, j'avais fait ces expériences et tout ça. Et j'avais déjà eu des preuves que les guides étaient là et j'avais quand même eu des choses qui... Mais là, c'est comme si j'étais dans un brouillard, je les entendais plus, j'entendais plus rien. J'étais, paumée. Et je me souviens que un jour, j'ai appelé un médium. J'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai appelé sur une plateforme et j'ai un monsieur au téléphone. Et au téléphone, il me dit... mais je dis voilà, bonjour, j'ai tout perdu et je voudrais savoir est-ce que je vais retrouver un boulot, je suis là-dedans, je fais ça. Il me dit mais vous n'avez rien d'autre à faire que de vous foutre de la gueule de vos collaborateurs? Je dis pardon? Il me dit non mais il dit ça va, j'ai compris, il me dit vous me testez, c'est ça? Il me dit vous êtes médium mais vous avez rien d'autre à foutre que de me tester quoi. Mais j'ai dit attendez monsieur, non pas du tout, je rigole pas, je suis désespérée là, j'ai plus rien du tout, je sais pas comment m'en sortir. Il me dit, bon, écoutez, alors je vais être très clair. Soit vous vous foutez de ma gueule et vous jouez bien la comédie, soit je vais vous dire un truc. Tant que vous n'avez pas compris que vous êtes médium et c'est ce que vous devez faire, vous n'allez avoir que des galères. Et plus vous résistez, et plus ce sera l'enfer. Allez, au revoir. Boum. Et il me raccroche au nez. Vous deviez être sur le... Ah, mais moi, je n'ai rien compris. Je lui dis, mais il délire complètement, celui-là. D'où il sort? Il est complètement timbré. Et je rappelle une autre, rebelote. Oui, bonjour. Ah, bah, vous êtes médium et tout. Mais non, mais je dis, oui, bon, on a des capacités dans la famille, mais moi, mon boulot, c'est d'être conservatrice du patrimoine. C'est les vieux trucs, voilà. Et je m'étais servi dans mon boulot de conservatrice de mes capacités médiumniques. Sans le savoir ou on le savait? Bon, là, je le savais un peu. Ok. Voilà. C'est-à-dire que les personnes défuntes, elles aiment bien me papoter depuis longtemps. Bon, mais pour moi, c'était pas important. C'est pas ça qui était important. Ce qui était important, c'était le concret. Alors donc, je m'en servais annexement, de façon annexe. Et un jour, je commence à hurler. Je me souviens, c'était dans ma chambre et je hurle, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Je comprends rien. Vous me parlez plus, je comprends rien. Et maintenant, je suis dans le noir, dans le vide, je suis dans l'impasse. Et je dis, je suis dans la merde à cause de vous. J'ai plus d'argent. Et je pleure et je pleure. Et tout d'un coup, dans ma tête, j'entends, administration, regarde ton administration. Et je dis, quoi, mon administration? Putain, mais quoi, mon administration? Il me restait de mon déménagement, j'avais dû tout caler dans un garage parce que j'avais plus rien. J'avais 2 dossiers d'administration. Et je me souviens les avoir pris dans une colère. Mais quoi, mon administration? Et j'ai tout balancé. Toutes les feuilles se sont étalées dans la pièce. Et j'ai vu les feuilles de paie de mon dernier job. Et pour me punir d'avoir claqué la porte et de leur avoir foutu la honte parce qu'ils m'avaient forcé à faire une faute professionnelle que j'avais refusé de faire, c'est pour ça que j'avais quitté mon poste que j'adorais, eh bien, ils m'avaient enlevé, j'avais travaillé pour eux 5 ans, ils m'avaient enlevé 1 an de chômage. Et ils m'avaient foutu dans la merde. Et j'ai découvert ça. Donc en fait, au lieu de me retrouver dans la merde, en fait, j'avais Vous aviez le droit au chômage. encore un an devant moi. Donc c'était un sursis énorme. J'avais encore du temps pour trouver un boulot. Quand j'ai eu ça, je suis tombée gravement malade. Mais gravement malade. J'ai été voir quelqu'un que j'avais croisé, qui était un naturopathe. Et parce que la science classique n'arrivait pas à trouver ce que j'avais, en me disant, bah non, il n'y a rien, on voit rien. Et je lui raconte mon truc et je lui dis, écoute, je suis très embêtée, j'ai pas d'argent. Donc, tout ce que je peux faire, si ça t'ennuie pas, je te paye en 2 fois. Et il me dit, non, mais j'ai vu tes vidéos. Tu me payes pas. Tu vas me faire une séance. Comment ça, je te fais une séance? Ah oui, tu me fais une séance de médiumnité, t'es médium. Non, je suis pas médium. Moi, j'ai fait 3 expériences de mort imminente. Il y a quelques conceptions, mais c'est tout. Il me dit, non, t'es médium. Vas-y, allez, fais-moi la séance, on verra bien. Allez, vas-y. Je me souviens, j'avais mal. J'avais une pyélonéphrite. Enfin, j'étais dans un état, c'était affreux. Je lui fais la séance au bout d'1 heure. Hein, ça a duré 1 heure. Je me souviens, je transpirais. Je voyais des tas de trucs. Je ressentais des tas de trucs. Et lui, il écrivait comme un médecin. Et il me dit, eh ben, c'est très bien. Il dit, tu viens de me raconter
les secrets les plus sombres que personne ne connaît, jusqu'à presque à la couleur de mes chaussettes. Donc, en gros, tu sais tout de ma vie. Donc, tu es médium. Donc, tu commences demain à faire ton boulot de médium. Et moi, je le regarde, atterré. Et je dis, dans le sens où vous amenez des patients ou une clientèle? Il me disait même pas, non. Il me disait, va, maintenant tu bosses, fais ton boulot de médium, quoi. Mais vraiment, c'est genre, t'as pas le choix. Allez. Voilà, allez au boulot, quoi. Ouais. Et je lui dis, mais j'ai même pas d'argent pour payer un local et tout. Il se lève, il m'ouvre à côté de son bureau un espèce de placard à balai qui était un minuscule bureau. Il me dit, ça va t'aller pour commencer? Non, mais je lui dis, attends, tu déconnes. Je lui dis, attends, dans une semaine, tout le monde va voir que je suis une fake. C'est ridicule. Mais on s'en fout, tu le fais. Je l'ai fait, je l'ai commencé. J'ai pensé que j'étais vraiment une fake. Je me suis dit, tout le monde va dire que je suis une merde. Et puis voilà. Et puis maintenant, ça fait à peu près, ça fait des années enfin pas des années, mais ça fait plusieurs années que je fais ça. Et que ça s'arrête pas. Ça s'est affiné. C'est-à-dire que de côté Madame Irma classique, est-ce que je vais toucher l'héritage de ma grand-mère? Est-ce que mon mari va calancher? Est-ce que, j'en sais rien, sa maîtresse va mourir ou des conneries comme ça? Je suis passée à quelque chose qui est beaucoup plus abstrait. C'est-à-dire que c'est vraiment pour le coup des canalisations de guidance. C'est-à-dire qu'on me donne des informations sur les personnes que j'ai maintenant que au téléphone. Je fais plus de présentiel parce que je peux plus. Et juste avec un prénom et une date de naissance. Donc, je fais pas d'astrologie, pas de numéro. Je ne connais rien, tous ces trucs-là. Et je m'en fous. Je laisse ça aux gens que ça passionne. J'ai des informations sur parfois ce qu'est venue faire la personne ici-bas. Qu'est-ce qu'elle est, son âme? Qu'est-ce qu'elle est venue travailler? Est-ce qu'elle avait envie de venir? Quelles conditions? On va appeler le chemin de vie ou... Tout. Et les rapports transgénérationnels, les contrats d'âme entre la personne qui m'appelle et son entourage, les états d'esprit, les trucs. Donc, en fait, ça va dans tous les sens. Et donc, c'est ce que j'appelle être un médium généraliste. Et quand je vois des trucs sur le futur, je leur dis, moi, je suis pas voyante, donc ce sont des potentialités, je vous les donne et vous en faites ce que vous voulez parce que votre libre arbitre, ça a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Donc, je me suis retrouvée à devenir médium, comme l'avait dit ce monsieur. Est-ce que j'aime ce travail? Je l'ai pas choisi. Donc, c'est pas un travail qui me passionne. Mais ce qui me passionne, c'est d'aider mon prochain. Parce que quand ça fonctionne très bien. Et je suis totalement au service des guides. Et c'est les guides qui me disent ce que je dois faire, ce que je dois dire. Et quand ça merde, ça merde, et pour X raisons. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué parce que les gens, par contre, font pas de cadeaux dans ces moments-là. J'imagine surtout dans ce domaine-là. C'est-à-dire que les gens, ils sont peut-être justement habitués, comme vous disiez, César, à avoir des gens qui prétendent que en 3 secondes, ils font du show. Ouais, moi, je sais et tout. Puis, on a la grande mode américaine, c'est-à-dire qu'on fait du contact défunt en salle, on trouve le truc. Moi, j'ai pas cette prétention-là. Je suis comme les gens lambda. Quand je vois des médiums qui font ça, je trouve ça fabuleux. Je suis comme une enfant émerveillée. Mais moi, je reste toujours assez sur la retenue, en disant, allez, ok, il y a des moments de miracle, et puis il y a des moments où ça va être approximatif. Voilà. Quand vous dites que ça s'est affiné, c'est-à-dire que vous avez toujours eu des capacités, ouais. Et visiblement, vous les utilisiez pour un cadre plus perso, en tout cas dans le pro. Quand cette personne-là vous dit, là, il faut y aller, ouais. et demain, t'es médium, ouais. Comment se fait ce travail de précision ou d'accompagnement autour de vos capacités? C'est au fur et à mesure, en fait. En fait, ce sont des évolutions, ce sont des transformations, c'est un peu comme un papillon qui se transforme. Alors, ce sont pas les moments les plus confortables, les moments de transition et de transformation, parce que il y a des moments c'est comme d'être dans le vide. C'est comme si on changeait de parachute et le temps où on vous transforme le parachute, vous êtes en train de faire une chute libre. Donc, c'est pas les moments les plus agréables. Et c'est là où on vous met à l'épreuve de la foi. Alors, je parle pas de la foi religieuse, je parle d'une foi plus générale. C'est d'avoir la foi dans quelque chose. Et dans ces moments-là, il faut dire, bon, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je sais qu'ils sont en train de trafiquer un truc à l'arrière, là, les techniciens. Et en attendant qu'ils règlent justement le son, l'image et le truc et qu'ils me reconnectent, il faut que je sois patiente. Donc, en ce moment, je suis un peu dans une période comme ça. C'est très inconfortable. C'est très flippant. Et puis des fois, on a un peu envie de jeter l'éponge en disant, écoutez, j'en ai un peu ras-le-bol d'être votre marionnette et que vous vous serviez de moi parce que je suis un outil de l'univers et que vous me demandez de faire ce que j'ai à faire et que je le fais parce que je sais qu'il faut que je le fasse. Et que des fois, on a envie simplement de reprendre sa petite vie perso, de rekiffer à nouveau, de faire des trucs pour faire des trucs. Et c'est vrai que... Mais en même temps, quand des gens vous appellent en disant la séance que vous avez faite, je l'ai comprise maintenant et vous m'avez sauvé la vie, ou j'ai compris des trucs et je me sens vachement mieux, et on se dit, c'est comme être Merlin l'Enchanteur et d'avoir la baguette magique, quoi. Donc,
Évidemment qu'on kiffe. Mais on kiffe pas en disant ouais, je suis le maître du monde. Oui, c'est pas une question d'ego, c'est plus Non. une question de. Encore une fois, on est dans un espèce d'entre-deux, donc c'est assez difficile à gérer parce C'est qu'on on est tributaire aussi de ces capacités qui sont peut-être parfois moins présentes, ou en tout cas, on n'a pas de contrôle plus que ça. Non, c'est affreux. Comme vous le dites, on est une forme d'outil. Et parfois, même, on va voir quelqu'un, en fait, on va peut-être pas donner exactement les informations dont on avait besoin, ou comme on contrôle pas. Et parfois, on va effectivement sauver. Je suis curieux peut-être de vous entendre sur quelques histoires où vous avez eu des retours de personnes qui vous ont dit, Vanina, ça a transformé ma vie. Ah alors oui, je me souviens d'une jeune femme qui était venue me voir. Alors elle, je lui ai fait les deux. Je lui ai fait le dégagement des chocs émotionnels, donc en présentiel, ce que je ne fais plus parce que je suis tombée gravement malade il y a 3 ans grâce à un chirurgien qui était ivre lorsqu'il a fait l'opération et qui m'a loupé et qui m'a généré des douleurs atroces et qui m'a rendue à moitié handicapée. Merci à ce monsieur. Et lui, il a bien fait son job et il a bien une bonne conscience de son travail. Voilà, des gens qui sont pas du tout dans la conscience, en fait, qui sont devenus des machines. C'est affreux. Et donc, cette jeune femme vient. Elle était dans un état de dépression totale. Elle me dit, voilà, ma vie, c'est ça. Je travaille dans ce truc-là. J'ai un fiancé. Et puis, je lui dis, écoutez, je suis un peu gênée parce que je commence à me connecter sur elle. Donc, se connecter, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les gens disent connecter, c'est quoi? Ça veut dire qu'on porte sa conscience, on porte sa concentration sur la personne et uniquement sur la personne. C'est-à-dire que nous, notre vie, notre personnage, tout ça disparaît d'un coup. C'est-à-dire qu'on est entièrement tourné vers la personne. Et tout d'un coup, on est là comme dans une concentration et une rêverie un peu éveillée à la fois. Et tout ce qu'on capte, on le dit. Et on ne doute pas, on laisse venir. Et même si la personne dit non, ça me parle pas, c'est pas grave. On balance, c'est comme un brainstorming. Et je commence à lui ressentir qu'en fait, son mec, elle l'aime pas vraiment. Elle l'aime bien, mais c'est pas l'homme de sa vie. Et puis, il y a des problèmes avec sa mère. Et il y a des problèmes avec ci, il y a des problèmes avec ça. Et puis, je vois quelqu'un d'autre pour elle. Et puis, à l'époque, on me laissait voir les histoires d'amour, étonnamment. Maintenant, je sais pas pourquoi, l'amour, les guides, c'est genre, ouais, on va te dire s'il y a quelqu'un, mais on te dira pas quand, parce que c'est pas intéressant. Oui, en fait, c'est ça, c'est une question de priorité, c'est presque futile, quoi. C'est ça, exactement. C'est très bizarre. Pourtant, l'amour, c'est normalement le centre de la vie. Et là, je sais pas pourquoi. Je suis sûr que c'est probablement le sujet de préoccupation numéro 1 des gens qui viennent vous voir. C'est normal, c'est notre préoccupation à tous quand on est seul et qu'on crève, c'est un peu crever la dalle. Hein. Ouais, l'amour, c'est notre moteur, hein, on peut pas dire autrement. Et du coup, je lui vois des trucs, je lui fais le dégagement, je lui enlève des trucs, les colères, les machins et tout. Elle disparaît pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, la personne qui était responsable du local vient me voir en me disant « Vanina, il y a quelqu'un qui te demande, je crois que c'est une de tes consultantes, mais si c'est elle, je la reconnais pas, c'est plus la même personne. » Et je vois arriver une jeune femme transformée, lumineuse, magnifique et tout. Elle me dit « J'ai quitté mon mec. J'ai rencontré la personne dont vous m'avez parlé. Je quitte la région. Je vais m'installer ailleurs. Je vais faire un enfant et tout ça. » Et tout s'est réalisé d'un coup. Cette personne-là, elle est passée de « je suis sous la moquette, j'ai pas de sens à ma vie » à tout d'un coup, elle a repris vraiment les rênes de sa vie en main. Et j'en ai eu plusieurs, des gens qui m'ont renvoyé des mots comme ça. Je me souviens, j'ai même une dame une fois qui m'a littéralement invectivée en disant vous racontez que de la merde, vous dites n'importe quoi, vous feriez bien de changer de métier au lieu d'aller nous raconter le petit chaperon rouge et tout ça. Je me souviens, c'était très violent. J'en ai été malade, parce que les gens se rendent pas compte que quand ils nous disent des trucs comme ça nous rend malade. Les gens sont vraiment d'une violence des fois et d'une ingratitude surtout, parce que ce que les gens comprennent pas, c'est qu'on essaye de les aider au moins. Combien de personnes peuvent prétendre qu'ils ont essayé de les aider? Eux-mêmes, est-ce que eux-mêmes ont jamais tenté d'aider autant de gens qu'on essaye d'aider, en fait? Est-ce que d'ailleurs on peut se protéger en tant que... Parce que j'imagine qu'au-delà d'une hypersensibilité naturel pour beaucoup de monde qui pourrait nous écouter, nous voir, mais comment on fait pour se protéger? Parce que même si on aide 99 personnes, il suffit qu'on ait une personne extrêmement virulente et qu'elle prenne le pas sur les 99 qu'on a aidés. Comment on fait pour se protéger de ça? J'ai pas de recette parce que quand on se fait emplâtrer, on se fait emplâtrer. Ce qui nous sauve, c'est que moi j'ai la chance, c'est que j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes et de gens médiums, etc. On a créé un groupe que j'ai appelé les branchés allumés. Ce sont des gens qui ont pareil comme moi des mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'ils ont les pieds sur terre. Et ils font ce travail de thérapeute, d'hypnothérapeute, médium, cartomancien, blablabla, magnétiseur et tout ça, que parce qu'ils veulent aider leur prochain. C'est que ça qui les motive. Et quand on est dans eux-mêmes se retrouvent attaqués comme ça, parce qu'il y a des ratés, ça arrive. Quand on a ça, heureusement ils sont là pour nous rappeler les bases, en disant t'es là, tu aides les autres. C'est tout ce qui compte. T'as eu des résultats. Regarde le nombre de retours positifs par rapport, effectivement, c'est pas grave. Ça arrive. De toute façon, on sait bien qu'on n'a pas 100% de réussite. Et ce qui est fou, c'est que cette personne,
Elle m'a renvoyé un message 1 an après. Donc 1 an après m'avoir insultée, parce qu'elle avait fait la séance 1 an auparavant, et elle m'a dit, je vous présente toutes mes excuses, tout ce que vous avez vu, c'est en train de se passer, j'ai compris des trucs, et du coup, ça y est, les choses arrivent, les choses avancent, donc je suis vraiment navrée, et elle m'a dit, est-ce que je peux reprendre une séance avec vous? Et j'ai dit non. Parce que je pouvais pas. Ouais, en fait, ce qui est compliqué, c'est que même si on a la perspective de la fresque globale, à un moment donné, quand on est son petit point avec un autre petit point attaque, même si on devrait avoir la perspective, on est forcément un peu dans de l'émotionnel de se dire, c'est une attaque injuste et donc j'ai pas envie de la subir. C'est surtout que moi, je dis souvent que on a quand même la conscience qu'on a une énorme responsabilité. On a quelqu'un qui nous appelle, qui est au fond du trou, et on est censé le sortir de l'ornière. Il y a des fois, moi, des gens qui m'ont dit. Il y a des gens même pas, ils n'ont pas besoin de me dire. Il y a des gens, je vois dans leur tête, qui vont se suicider. Je leur dis d'ailleurs, bon, je vois que vous pensez à en finir. Ah, vous voyez ça? Oui, effectivement. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que, en tant qu'hémiste, je pourrais dire, après tout, elle retourne à la lumière, on n'en a rien à foutre. Sauf que moi, on m'a expliqué que quand on se suicide, alors, on n'est pas maudit, on n'est pas, c'est pas vrai. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, les expériences qu'on m'a montrées, c'est pas ça. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, ça nous ralentit dans notre évolution et qu'il va falloir recommencer certains schémas, certains scénarios de vie qu'on s'est cognés et qu'on a coupé court, auxquels on a coupé court, et qu'il va falloir recommencer. C'est comme faire un jeu vidéo avec des codes pour tricher. À un moment donné, on va vouloir le refaire sans les codes. Exactement. Donc, c'est la même chose. Voilà. Donc, quel est l'intérêt? Donc, autant aller jusqu'au bout, se débarrasser de ça et avancer. Donc, dans ces cas-là, vous avez une énorme responsabilité. Vous allez dire, si je raccroche et que je me plante, la personne, elle se met une balle dans la tête, elle va se pendre. Et autour d'elle, parce que nous, on a conscience de ça. Il y a sa famille, ses enfants. Ça a un impact. C'est une onde. C'est pas juste une personne. Donc, moi, je dis souvent que je travaille avec un pistolet sur la tempe. C'est moi qui l'ai, le pistolet sur la tempe. Ouais. Donc, c'est hyper flippant. Et je me mets la rate au courbouillon. Je m'arrache les tripes, je m'arrache la tête pour sortir le meilleur de moi-même. C'est là où c'est affreux, parce que quand les gens vous remettent en question, on a envie de leur dire... Mais viens à l'intérieur de mes pompes et tu vas voir le mal que je me suis donné pour essayer de t'aider. Donne-moi combien de personnes dans ta vie ont essayé de t'aider autant que je t'ai aidé, alors que tu n'es rien pour moi. Tu n'es rien. Au fond, je pourrais même m'en foutre. Et je m'en fous pas. Et ta vie me touche. Et tes douleurs, je les vis. Parce que je raconte les douleurs des gens. Ouais. Je vis à l'intérieur d'eux. Même les douleurs physiques, il m'arrive parfois de ressentir les douleurs physiques. Souvent, au téléphone, je dis aux gens, vous avez un problème à la cheville, attention à votre cœur, vous avez une alerte ou des trucs comme ça. On me les donne, ça. Donc, je les préviens. Donc, je rentre à l'intérieur d'eux, je vis pour eux, je pleure avec eux. Quand je fais les dégagements des chocs émotionnels, par exemple, je me mets à pleurer. Parce que je pleure leur douleur. Je ressens leur colère qui est posée à un endroit et qui leur crée une douleur, un coin, un truc qui est coincé. Les gens, on n'a pas conscience de l'impact de toutes nos émotions et à quel point elles nous marquent, à quel point on les porte. Et quand on est une personne comme moi et qu'on les voit et qu'on les ressent, c'est une conscience qui est énorme. C'est-à-dire qu'on prend une personne à 360 degrés. On la prend pas juste en disant bonjour, je suis Madame Untel, et puis on regarde l'état civil. Et oui, puis c'est holistique, ça intègre tout. Mais c'est ça intègre tout. Et donc, combien de personnes dans votre vie vont pouvoir essayer de tenter de vous aider de cette manière-là? Je crois pas des masses. Oui, en fait, comme ils n'ont pas forcément cette sensibilité où ils vont projeter sur vous ce qu'ils ont en eux-mêmes, exactement. Ils ne vont pas se rendre compte de ce que vous pouvez faire pour les aider. Exactement. Pour eux, c'est comme des enfants. C'est t'as été méchant, tu m'as pas donné à la pâtisserie, je voulais un éclair au chocolat, exactement. Je veux un éclair au chocolat. Exactement. Quoi. Et mon éclair au chocolat, je l'ai pas eu. Alors dans ce cas-là, t'es mauvais pâtissier, puis je vais le dire à tout le monde, puis je vais te pourrir la vie. Ouais. En plus, il y a cette espèce de côté infantile de genre, je fais mon caprice et du coup, comme j'ai pas eu ce que je voulais, dans ce cas-là, je vais tout casser, quoi. Voilà. Ouais. C'est très violent et c'est très dur. Moi, j'avoue que ça me met beaucoup de stress. Et c'est vrai que régulièrement, je dis, ce travail, je l'aime parce que j'aide mon prochain et que ça marche régulièrement quand même. Et puis, il y a des endroits, par exemple, il y a un truc ce que je préfère finalement dans ce boulot, je suis honnête, au fond, je préfère avoir affaire aux défunts que d'avoir affaire aux vivants. Oui, puisqu'ils sont là plutôt pour dire qu'ils vont bien là où ils sont et pour rassurer finalement les restants. Oui, et puis quand des fois ce sont des personnes défuntes qui sont bloquées par exemple dans un lieu, ça m'arrive aussi d'aller dans des maisons et de débloquer des personnes qui sont là. Moi je dis souvent que je vais prendre un café avec les fantômes. Eh bien là la connexion elle est magnifique et puis c'est tout de suite je peux les connecter à l'amour inconditionnel, je peux les connecter de l'intérieur par la force de la pensée, par la connexion émotionnelle. Donc c'est vachement plus facile qu'un être qui est enfermé dans son corps comme dans une boîte à chaussures et qui est coupé de ses ressentis. Donc c'est tellement plus facile. Alors pourquoi ces esprits justement restent là? Souvent quand on décède,
Alors là, c'est de l'expérience. Hein, je parle vraiment de concret, enfin de ce que moi j'ai expérimenté. Souvent, quand on meurt et qu'on est dans une émotion extrêmement forte, que ce soit l'amour, que ce soit la haine, que ce soit la colère, que ce soit la souffrance, eh bien, il y a aussi le fait qu'on peut être totalement athée. Le fait d'être athée et de croire qu'au matériel nous fait nous rester au matériel. Le fait que, par exemple, on ait aimé un lieu terriblement, on est attaché au lieu, c'est-à-dire que notre énergie émotionnelle reste collée à ce lieu, fait qu'on reste, fait qu'on ne monte pas. J'ai eu des cas, par exemple, un jeune homme en Italie qui n'avait aucune croyance. Il est mort dans un accident de moto et la seule chose pour lui qui avait une existence, c'était l'amour qu'il avait pour sa petite amie. Et donc, il venait hanter sa petite amie qui était terrorisée. Et elle avait été voir d'ailleurs des psys qui lui avaient dit « On va vous interner, vous êtes schizophrène ». La pauvre, elle n'était pas du tout schizophrène. Je lui ai dit « Est-ce que votre ami était croyant ?» Non, rien du tout et tout. Et en fait, comme il était collé à elle, quand on a eu cette conversation, il s'est connecté à moi quand je dis « Vous allez lui parler de la lumière, etc. » Il n'est jamais revenu après la conversation qu'on a eue ensemble. Donc, en fait, c'est l'idée que il y a une contagion positive. Moi, je crois beaucoup à la contagion positive. C'est le côté passeur d'âme dont je crois que vous avez déjà parlé. Est-ce que ces entités-là ont besoin d'une aide tierce ou ça peut se faire à un moment donné simplement en essayant de se connecter à autre chose ? En fait, moi, je laisse toujours le choix à ces personnes-là. Je veux dire, tant qu'elles sont pas, elles n'ont pas une action négative active sur les personnes qui cohabitent avec elles. Je parle des personnes incarnées qui viennent et qui rentrent dans un lieu. Je vois pas très bien quel est l'intérêt de leur botter les fesses et de les foutre dehors. Donc moi, j'aime bien leur laisser le choix. Souvent d'ailleurs, même quand elles sont pas très bien ou elles sont pas très positives, il suffit que je leur dise écoutez, vous ressentez ce que je ressens et je pense à la lumière et à l'amour inconditionnel et leur petite étincelle qu'elles ont oubliée, hop, c'est comme si elles s'illuminaient d'un coup, se connectaient à la mienne et elles disent vous soufflez un peu sur les braises quoi. C'est ça, elles disent ça y est, je me souviens. Oh, qu'est-ce que c'est? Je dis c'est ça. Et hop, ça y est, c'est parti. Pour celles qui ne veulent pas partir parce qu'elles disent j'attends toujours ou je suis pas prêt, etc. Des fois, il arrive que je fasse des deals. Ou par exemple, je me souviens d'une dame dans une maison qui disait ici je suis chez moi. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui viennent et qui changent la décoration, qui changent ma maison. Je suis chez moi. Et donc je lui explique en disant je crois que vous n'avez pas bien compris, c'est que vous n'êtes plus vraiment là. Et je lui donne des indices parce qu'il faut que je lui donne des preuves en plus concrètes. Hein. Les défunts des fois demandent des preuves concrètes en disant qu'est-ce qui me prouve que ce que vous dites est vrai. Et après ils disent ah oui effectivement je me suis rendu compte qu'ils m'entendent pas, qu'ils me voient pas machin. Bon. Et cette personne-là je lui dis écoutez ces personnes-là elles vont pas partir mais du fait que vous êtes en colère, ils m'ont dit que ça générait entre eux des disputes, alors qu'ils s'adorent. Et elle me dit oui, parce que je veux les chasser, donc j'arrête pas de les engueuler, j'arrête pas de toucher leurs énergies pour qu'ils dégagent. Et on a trouvé un deal et je lui dis écoutez, si on imaginait que vous faites maintenant maison d'hôte, c'est-à-dire que vous les accueillez, vous vous en occupez, vous faites le ménage, la cuisine, enfin c'est chez vous, mais vous accueillez des gens. Il y a un moment de réflexion et tout d'un coup elle dit ah ouais, ça je peux l'accepter. Et après, ils ne se sont plus jamais engueulés. Ouais. Plus jamais. Et cette âme-là, je l'ai pas mise dehors. Et même les gens m'ont dit, oh là là, qu'est-ce qu'on se sent bien dans la maison. Vous l'avez fait partir? Ah, j'ai dit non, pas du tout. Elle s'occupe de vous. C'est pas pareil. Ouais, donc ça change complètement la perspective. Exactement. Peut-être que cette entité-là évoluera à un moment donné en se disant, bon, maintenant, quand elle sera prête. À autre chose. Ouais. Et je pense que, en fait, ce qui marche bien, c'est que, moi, souvent, je leur dis, vous avez vu que j'ai fait l'expérience de passer de l'autre côté, de sortir de mon corps, d'être aussi un fantôme, entre parenthèses, puisque j'ai été comme un fantôme pour ma grand-mère. J'essayais de communiquer avec elle, elle ne me voyait pas, etc. Donc du coup ils me disent ah oui vous êtes sincère parce que je ressens que ce que vous avez vécu c'est vrai, vous me racontez pas de bobards. Et c'est ça qui marche en fait. Et c'est le respect que j'ai aussi pour ces êtres parce que je respecte leur souffrance comme je respecte la souffrance des gens en vie incarnés. Souvent quand il y a des gens adorables qui me disent oh là là j'ai un peu honte parce que moi mes problématiques par rapport à d'autres c'est pas bien grave et tout. Mais je dis écoutez excusez-moi mais vous avez des enfants? Oui. Je dis quand vos enfants venaient en disant ouh je me suis coincé le doigt dans la porte. Vous les avez envoyés chier en disant ça va quoi, il y a des enfants qui meurent de faim, ton doigt dans la porte, on s'en fout. C'est votre problématique, donc oui. Elle est importante. Voilà, donc je dis moi je la respecte comme telle, elle est aussi importante que n'importe quelle autre, c'est de la souffrance. À partir du moment où c'est de la souffrance, c'est important. Il faut qu'on trouve une sortie. Après, les gens qui se roulent dedans, qui se justifient, qui ont trouvé une systématique en jouant tout le temps les victimes pour devenir finalement des bourreaux et faire chier leur entourage parce qu'ils ont besoin d'avoir une extrême attention envers eux, ça c'est une autre histoire. Oui. Alors, on l'a dit au tout début, vous avez un rapport à l'électricité un petit peu singulier. Est-ce que ça a développé, puisque vous vous rapprochiez électricité et magnétisme à un moment donné, d'autres types de capacités au-delà de ce que vous avez pu développer aujourd'hui et affiner au fur et à mesure du temps? Alors, mon conjoint s'amuse beaucoup de mes problèmes électriques.
Alors déjà, j'ai une chance incroyable, c'est que je l'ai attendu longtemps, cette personne, mais aujourd'hui, on vit une très belle expérience ensemble et une expérience en conscience, puisque j'ai réussi à rencontrer quelqu'un qui lui-même, n'ayant pas fait d'expérience, a quand même une conscience extrêmement ouverte. Donc du coup, on échange et il ressent beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a aussi des capacités de guérison et de magnétisme auxquelles, pour le moment, il donne pas trop corps et c'est bien dommage parce qu'il a vraiment de belles qualités. Mais du coup, à chaque fois, des fois, il me dit ah là là, c'est affreux. Il me dit t'es vraiment électrique. Ou des fois, je touche des trucs, il y a des étincelles. Des fois, je fais sauter les plombs. Des fois, je touche à un truc et ça explose. Pendant très longtemps, par exemple, j'avais toujours un drôle de rapport avec la foudre. C'est-à-dire que là où il y avait de l'orage, il valait mieux que je me planque parce que la foudre, elle tombait toujours à côté. D'accord. Donc j'ai failli mourir dans un incendie généré par la foudre qui est tombée sur la toiture du truc où j'étais, sur une plaque d'égout où, comme par hasard, j'avais les pieds dessus. Enfin, c'était tout le temps des trucs comme ça. Après, c'est vrai que je me rends compte que l'électricité, c'est quelque chose qui, pour moi, alors c'est à la fois une crainte puisque je me suis fait électrocuter et que c'était une douleur atroce, mais j'ai plutôt des expériences amusantes des fois, comme une fois où j'étais en colocation et ça a fini qu'à la fin, une de mes colocataires a dit écoute, tu touches plus à rien parce qu'à chaque fois que tu touches à l'électricité, tu fais tout péter, c'est un enfer. Donc sensiblement, il y a comme si le taux vibratoire aussi quand il monte, ça a un impact, ça excite, on va dire entre parenthèses, les ions, etc. et que ça génère du coup une action dans le physique. Ça peut. Ouais. Oui. Alors, on vous avait parlé un tout petit peu tout à l'heure de votre grand-mère, oui. Et je crois que je vous avais posé la question en off de savoir si finalement les capacités de manière générale se transmettent ou peuvent s'acquérir. Je suis curieux qu'on puisse développer un peu ce point-là. Alors, c'est bien parce que en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers ma famille, mais aussi à travers les séances de médiumnité que je peux faire, les connexions. Je me rends compte qu'il y a des capacités qui sont inscrites dans le code ADN. Et il y en a qui ont ça dans le code ADN et qui vont les avoir en dormance, c'est-à-dire qu'ils ne s'en serviront jamais. Et ça va se transmettre à la génération d'après. Et là, ça va au contraire exploser. Et c'est très intéressant parce que c'est comme si vous aviez une bagnole avec option. Donc, il y en a qui vont utiliser l'option et d'autres qui vont pas l'avoir. Et c'est toute la différence. Donc, oui, il y a ce côté génétique. Et puis, il y a le côté qui va se déclencher ou qui va se réveiller. Après, moi, je considère que tout le monde a des potentialités magnétiques et médiumniques. Par contre, est-ce que tout le monde en a l'utilité dans sa vie et dans son expérience qu'il doit faire? Pas forcément. Des fois, on va dire, on va réduire le feu parce que c'est pas ce qu'on veut. On veut que la personne fasse une expérience typiquement matérialiste et pas du tout perchée, branchée, connectée. Donc, en fait, moi, je l'ai un peu identifié comme ça. Mais dans ma famille, c'est sûr que les chiens font pas des chats. Et donc, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, j'avais ma grand-mère paternelle et mon grand-père, mon beau-grand-père paternel, était radiesthésiste, journaliste et radiesthésiste. Du côté des Russes, ils étaient tous illuminés. J'ai même un arrière-grand-père qui a écrit des livres initiatiques, Théodore Tereschenko, et qui a posé les fondements de l'homéopathie astrologique. Ouais. Le fameux grand-père radiesthésiste, lui, il a écrit des bouquins, Roger de la Forêt. Donc, j'ai baigné là-dedans, mais en même temps, c'était pas conscient. Donc, ma grand-mère, elle avait eu cette expérience. Mon frère a des capacités magnétiques dont il n'utilise pas. J'ai une autre sœur qui a des capacités pareilles magnétiques, énergétiques et même médiumniques de canalisation. Bon, malheureusement, elle s'en sert pas non plus. Ma mère avait cette capacité médiumnique où elle voyait l'aura des gens, mais elle n'en parlait pas. On n'en parlait pas. C'était tabou. Et elle faisait des deals, elle était productrice, donc tous ces deals financiers, etc., elle les faisait en regardant l'aura de la personne pour savoir si elle allait avoir son truc ou pas. Et quand ma mère se mettait en colère, elle faisait exploser les objets près de la personne qui l'énervait. Moi, donc c'était très concret pour les personnes à côté d'elle. Moi, je l'ai expérimenté direct, puisqu'un jour, je me souviens, il y avait, en plus, on a des témoins, hein, donc je peux pas juste. On était dans une pièce, il y avait 2 autres personnes. Et on m'entendait très très bien avec ma mère, mais de temps en temps quand on fightait, hein, ça arrive. Et ce jour-là, on a fighté sur un truc complètement idiot, et elle voulait m'asséner sa volonté, et moi je résistais. Et il y avait une petite table, et posé sur cette petite table entre nous, un briquet. Et tout d'un coup, il y a un gros silence, c'est-à-dire le silence de dire il y a plus de communication parce qu'on n'est pas d'accord. Et tout d'un coup, le briquet explose, et autour de la table, il y avait 2 autres personnes. Côte à côte.
le briquet et le jet de sens de les briquets, il m'est venu sur la face, il m'a fait de haut en bas. Elle m'a rayé la figure et la face d'essence de haut en bas. Et une autre fois, je me souviens, on avait fait une mousse au chocolat et on était très complices et on papotait beaucoup avec ma mère. Et je me souviens qu'on était côte à côte et dans le même grand bol, on mangeait. Et ce jour-là, elle s'était énervée contre mon père qui l'avait pas écouté sur un truc et tout. Et puis c'était assez important, c'était assez grave. Ça mettait en jeu de gros impacts financiers et tout. Et elle se mettait en colère, Et le bol était sur ses genoux. Et puis elle dit, oui, tu comprends, puis il m'énerve, il m'écoute jamais. Silence. Et tout d'un coup, PAM, le bol a explosé sur ses genoux. Il y avait de la mousse au chocolat partout. Et donc vraiment, et elle l'avait vraiment, mais elle le serrait même pas. Elle le tenait juste à peine d'une main, quoi. Ça, scientifiquement, vous l'interprétez comment? Qu'est-ce qu'il y a comme force en jeu, ou en tout cas comment? C'est presque proche de la télékinésie ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a, moi, les guides, ils m'ont expliqué des trucs par rapport au fait que nous avons une force électrique, magnétique, qui influe. Comme on sait que tout est fait d'atomes, etc. Si on excite très fort des atomes par exemple, j'en sais rien, par notre force de conductivité électrique ou magnétique, au bout d'un moment, la matière, elle se transforme en autre chose, quoi. Donc, bien sûr. Donc, je pense que si on étudiait ça de façon plus scientifique, moi, j'explique avec des mots un peu simplets, pardon, mais c'est comme ça qu'on me l'envoie, c'est comme ça qu'on me le fait conscientiser. Ouais. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure sur le chemin de vie et le libre arbitre. Oui. Beaucoup de gens se posent la question de savoir qu'est-ce que je suis venu faire, qu'est-ce que je dois faire et quelle est la capacité, un peu comme si c'était une route tracée avec un volant et on pouvait quand même choisir un peu la direction. Quelle interprétation vous avez? Alors, c'est là où c'est chouette, parce qu'en fait, chaque personne est unique, c'est vraiment du sur-mesure. Il y a des gens qui vont avoir pas mal de libre arbitre et il y en a d'autres pas du tout, ou très peu. Mais voulu peut-être par leur conscience supérieure ou... En fait, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que la conscience supérieure, avec leur guide, avec leur équipe de guides, en fait, on a comme une pré-préparation avant de descendre. Alors déjà, souvent, on choisit nos parents, on choisit le schéma qu'on veut, etc., ce qu'on doit travailler, par rapport à ce qu'on doit travailler. Et puis, selon les vies, si on a une thématique très précise à vivre, eh bien, on va être très orienté et on pourra pas trop aller à droite et à gauche. Mais si, par exemple, l'expérience qu'on doit faire, c'est justement d'être libre et donc de choisir normalement la bonne voie, enfin d'être quelqu'un de bien, de bon, on va vous laisser beaucoup de libre arbitre, en disant c'est un peu plus rock'n'roll parce que tu peux te planter plus, mais on va t'induire des expériences et comme par hasard, c'est un peu comme un jeu vidéo, après un personnage qui va vous orienter. Vous allez dire, tu veux quoi? Tu veux me tuer ou tu veux me sauver, me donner à manger? Alors il y en a dans le jeu vidéo, ils vont dire, non, aujourd'hui j'ai les nerfs, je vais le taper, je vais le tuer, etc. Et puis d'autres qui vont dire, oui, mais quand la dernière fois j'ai fait ça, le jeu m'a dit, vous avez tout perdu, 0, faut recommencer, vous êtes trompé. C'est pareil. Ouais. C'est la même chose. Et le problème, ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, si on réfléchit, en fait, on est tous en interaction. Donc, quand on vous fait venir sur Terre, il y a tout un jeu hyper complexe de dire, quand je vais arriver à ce moment-là, la situation mondiale sera comme ça. C'est ce que je dois vivre comme expérience avec les autres. Je serai dans ce milieu familial-là, dans ce milieu social-là, dans ce milieu économique, national, etc. Donc, vous imaginez, César, tous les paramètres qu'il faut pour créer une expérience et un scénario de vie, c'est énorme. Donc le libre arbitre là-dedans, si vous l'avez par exemple à 2% ou à 90%, ça va changer complètement la donne. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir exactement le même scénario de vie que vous, si elle a sa capacité à 2% de libre arbitre ou à 90%, elle vivra pas la même vie. Ouais, mais j'ai même envie de dire que même à 2%, si c'est exponentiel, parce que c'est 2% par jour, ça peut faire une vie qui est très très différente de ce qui était prévu initialement. Complètement, absolument. Après, moi je me suis rendu compte, alors c'est là où il y a aussi cette histoire. Alors moi je suis pas très spécialiste de ça, je dois être honnête. Mes guides m'ont pas encore donné la bonne leçon là-dessus, mais ces derniers temps ils m'ont donné un rêve assez intéressant. En off, je vous ai expliqué par rapport à la médiumnité ce qu'ils m'avaient expliqué. Alors là, je vais vous raconter ce qu'ils m'ont expliqué par rapport à ces foutues vies parallèles ou antérieures, etc. Alors une première fois, il m'avait dit, et il y a quelqu'un qui en a parlé aussi, il m'avait dit, imagine que tes vies parallèles, c'est comme un escalier à vis, tu vois l'échelle ADN, imagine que tu montes sur cette échelle, cet escalier à vis, et que toutes les marches sont transparentes. Si tu regardes en dessous, si tu regardes au-dessus, tu vas te rendre compte que les marches, c'est une expérience différente. Et donc, tu vois là où tu es, tu vois l'autre expérience. C'est l'instant momentané, c'est tout de suite. Il n'y a pas plus tard, etc. C'est ensemble tout d'un coup. Après, on me l'a expliqué dans un rêve dernièrement. On a refait le coup, je vous avais expliqué, le plan blanc, là, un peu comme un mélaminé. Et on me donne un plan
comme comme un jeu de rôle, on a un grand plateau et on me montre pour une seule personne. On me dit, voilà, ton être, c'est vachement compliqué. Bon, alors, vous voyez, vous avez cette table ronde là. Voilà. Donc, ils m'expliquent, ils me disent, voilà, ton être, il peut être dans plein d'endroits différents de cette table. Mais en fait, ton être, c'est tous les personnages, c'est toujours le même personnage. On montrait toujours le même personnage. Et il était relié par des fils fins d'or. Mais si on regardait dans la globalité, c'était toujours la même entité. Mais cette entité pouvait être à plusieurs endroits à la fois, en même temps, reliée par des fils. C'est le fameux pâte à modeler dont vous parliez au début, en fait. Exactement. Mais c'est toujours le même personnage qui vit ses expériences, en fait, au même moment. Et c'est là où, du coup, la temporalité n'existe pas. Et il me montrait que certains personnages, certains projections, enfin, certains moi-même doubles, ou triples, ou quadruples, etc., étaient plus grands. Et il me disait, quand on te montre ces personnages, t'es toi-même plus grand, c'est que ce sont des vies plus importantes, ce sont des vies qui te demandent plus d'investissement, qui sont plus riches. T'as des vies où tu vas pas avoir une expérience très passionnante, ou alors une vie très courte, ou une vie pas... Et puis d'autres un peu plus... Et donc, c'était vraiment comme un truc, par exemple, de démographie, où quand on met des personnages, voilà, vous avez plus de monde, et là, moins... Ben là, c'était exactement pareil. Et on me dit, maintenant, tu vois bien comment c'est, hein, ça, c'est que pour toi. Maintenant, on va mettre par-dessus toutes les vies, toutes les formes de vie. Et donc, tous ces réseaux, du coup, en superposition d'instantanés, se superposaient, et des fois, certaines se touchaient, et donc ça créait des interactions. Ouais, c'est cette cohérence qui est impossible à imaginer pour nous. Exactement. Alors du coup, là, on montrait vraiment qu'en fait, il n'y a pas de vie antérieure, il y a des vies, effectivement, plutôt même parallèles, c'est même parallèle, même le... Imbriquées, en fait. Ouais, c'est tout d'un coup, en même temps, et en fait, c'est notre pensée qui se concentre et qui peut aller là, là, là ou là. Mais par contre, il y a des moments où notre conscience... Parce que le personnage est plus important, notre conscience est plus sollicitée par une vie, plus qu'une autre, qui est une petite vie annexe où on fait une expérience qui n'est pas aussi importante que celle qu'on fait à ce moment-là. Alors, je crois que c'est Philippe Guimand qui théorise le fait d'avoir plusieurs fils sur une vie, et en concentrant notre attention, on peut changer un peu le guidon. Je sais pas si ça vous parle ou c'est moi, c'est pas que ça me parle pas ou ça me parle. Pour moi, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui est pas donnée à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai tenté mon libre arbitre à un certain moment de ma vie et je me suis retrouvée dans des voies sans issue. Et on m'a dit, bah, écoute, tu étais tellement têtu et tu voulais tellement aller par là qu'on t'a laissé aller. Mais enfin, il se passe rien. Ouais. Et je me souviens que j'ai fait un rêve magnifique. Mon grand-père anesthésiste et ma grand-mère étaient décédés. Et j'étais dans une impasse dans ma vie, comme ça arrive. Hein. Et je me souviens que je rêve que j'arrive dans un endroit, dans une maison, à flanc de montagne, et une maison comme ils l'auraient imaginé de leur vivant, s'ils avaient pu avoir les moyens. Et ma grand-mère ouvre la porte. Et quand je la vois, je comprends qu'en fait, je suis de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est pas un rêve, c'est qu'on m'a envoyé dans la strate où ils vivent. Et je suis émue et je dis, mais tu es là. Et elle me regarde, me disant, bah oui, tu sais très bien qu'on est là. Enfin, voyons, genre, t'es bête ou quoi? Et elle me dit, bah, y a ton grand-père qui t'attend. Va au fond du couloir. Et j'arrive dans une pièce qui était gigantesque. Au fond de la pièce, il y avait une estrade. Dessus, il y avait une grande table rectangulaire. Mon grand-père arrive, il me dit, allez, viens, avance, viens me voir. Et moi, je suis émue parce que moi, mais je les revois, ils étaient morts, je les revois, ils m'ont tellement manqué et tout. Eux, ils en ont rien à foutre, hein, ils sont pas du tout dans l'émotion. Et moi, je suis là, toute pleine d'émotion et tout. Et puis, il me dit, alors, il me dit, t'es dans une voie sans issue, hein. Il me dit, bah, écoute, viens, approche. Et là, il y a un assistant qui arrive avec un gros rouleau. Il déroule ça sur la table et il déroule d'abord une carte qui ressemble un peu à un instantané d'un morceau de la Voie lactée. Imaginons. Donc, c'est un morceau de l'espace. Et mon grand-père me dit, tu vois ça? Il dit, ça, c'est l'espace tel qu'il était, la photo d'instantané au moment où tu es né. Tu comprends? Et il dit, et ça, c'est tout le déroulé au fur et à mesure de ta vie. Donc, c'est l'espace, comment il évolue, par rapport à comment ça va avancer en même temps, en parallèle de ta vie. Et dessus, il pose un calque avec un chemin de fer, avec des moments comme une chronologie. Et il me dit, tu vois les barres en travers, ce sont les moments clés, ce sont les examens. Et tu vois, ça correspond pile poil à des positions de planètes ou des positions d'étoiles. Et quand, tu vois, tu prends une direction qui est pas la tienne, bah, tu sors de ton chemin de fer. Et donc, tu suis pas ta voie stellaire. Et il me dit, ça, c'est la voie stellaire. C'est magnifique parce qu'il me dit, chaque personne qui naît à un instant T de la position des étoiles parce que ça génère une expérience bien précise. Et toi, il me dit, t'as pas beaucoup de libre arbitre et tu t'es planté. Il me dit, mais t'inquiète pas, je vais te redresser. Et donc lui, c'était un peu ce que j'appelle un aiguilleur du ciel. C'est-à-dire que lui, son job, c'était de réaiguiller. Et régulièrement,
j'ai mon grand-père qui vient me réaiguiller dans les rêves en disant ah bah là, là oui, là non, là tu peux pas. Et c'est très intéressant. Donc moi j'ai vu que j'avais pas de libre arbitre. Et quand il a eu fait ça, donc ça faisait quand même j'avais perdu 7 ans ma vie à être vraiment dans le marasme et à être en arrêt total. Eh bien après ce rêve, ce qui est fou, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui était médium et que je n'avais pas du tout été voir. C'était un ami d'un membre de ma famille. Je savais pas qu'il était médium. Et on buvait le thé. Je m'ennuyais affreusement. Tout d'un coup, il me regarde et il me dit tu sais, c'est fini ton chemin de croix, hein. Mais bon, quand tu te trompes d'aiguillage, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit tu vas voir, t'inquiète pas. Dans un mois, tout ça c'est fini. Moi, je le regarde et je dis mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Enfin, moi, j'étais j'étais affreuse à l'époque. J'étais vraiment genre rien à foutre de tout ça. Et ben, un mois après, tout s'est débloqué. C'était vraiment la promesse de mon grand-père qui avait dit t'inquiète pas, je vais te remettre sur ton aiguillage. Par contre, il me dit sois bien attentif, faut que tu écoutes ce qu'on te dit. Parce que tu peux pas vraiment choisir ta vie. Il y a des choses que tu dois faire. C'est vraiment, et on me l'avait déjà dit, on m'a dit c'est votre dernière vie, il y a beaucoup de travail, c'est fond de tiroir, et donc c'est très, très, très dirigé. J'ai 2 questions qui me viennent quand vous dites tout ça. Première, c'est plus un sentiment. Qu'en fait, le temps, est-ce que ce serait pas finalement de l'expérience? Oui. On peut comparer ça à de l'expérience? Tout à fait. C'est une forme d'illusion, mais qui nous fait apprendre. Tout à fait, absolument. On est complètement d'accord. Oui, c'est comme si on prenait, par exemple, une cellule et qu'on la coupait finement avec un couteau et que du coup, on l'étire comme un accordéon. En fait, c'est toujours une globalité, mais elle réussit à nous permettre à bien la comprendre à fond, voilà, à bien l'expérimenter dans toute sa globalité et dans sa transcendance. Oui. Mais que si on se trompe sur ce chemin de fer en s'écartant un peu, finalement, on perd que du temps pour bien intégrer cette expérience. Oui, on perd du temps, mais aussi on perd aussi de la connexion. C'est-à-dire qu'on perd de la connexion à soi-même et à nos guides aussi. En fait, souvent les gens me disent, mais est-ce que moi j'ai des guides? J'aimerais rassurer les gens, tout le monde a des guides, hein, donc on est tranquille, ça c'est bien. Après, il y a des gens qui disent que souvent les gens ils ont un seul guide. Moi en connexion, j'en ai souvent, selon les personnes, ils ont des nombres différents de guides et les guides me donnent. Alors ça c'est chouette parce que j'ai la connexion avec les guides et donc ils me disent souvent ce à quoi ils servent. Ou alors ils me disent qu'ils ont été un tel ou un tel pour eux dans une autre vie, ou ils me disent qu'ils sont pure énergie, etc. Donc j'ai la capacité aussi d'identifier parfois les guides. Ça c'est génial. Parce que du coup ils me disent comment ils collaborent avec l'autre ou comment au contraire ils collaborent pas parce que la personne ne leur parle pas aussi. Ouais. Et c'est un peu le drame, hein. C'est le problème, c'est que les gens, ils croient tellement pas qu'ils ont des guides qu'ils ne leur parlent pas. Moi, j'ai plein de guides, souvent en séance, qui montrent cette image très symbolique de « je suis bras croisés, je m'ennuie ». Alors, comment est-ce que les gens qui ne croient pas forcément, ou en tout cas se posent parfois des questions, pourraient rentrer en connexion avec leur guide ou... Faut leur parler comme on parle à un ami, comme on se parle entre nous, César. C'est exactement la même chose. Moi, je m'en fous. Je passe peut-être pour une cinglée, mais je parle tout le temps à mes guides. Alors, là, je sais qu'ils sont avec nous, les vôtres sont avec vous. Tout le monde se papote dans la pièce. Tiens, dis-lui de dire ça, dis-lui de poser cette question-là. Bah tiens, alors toi, réponds comme ça. Vous voyez, en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que là, en ce moment, vous et moi, on est dans un colloque, en fait. C'est-à-dire qu'on est avec nos guides et nos guides sont en train de travailler avec nous. Et vous et moi. Est-ce que mes pensées sont mes pensées ou les deux? Les deux, c'est-à-dire que vos pensées, c'est votre être profond, parce que vous êtes, entre parenthèses, vous êtes venu à un moment dans votre vie, c'était presque écrit dans le scénario que vous deviez faire ces choses-là, vous deviez faire partager des expériences humaines à d'autres humains pour qu'ils se questionnent et pour que peut-être ils voient d'une autre manière leur propre existence, par effet miroir. Et puis parce que vous, ça vous fait travailler, ça vous fait vous questionner et que ça fait partie de votre façon de vous remémorer des choses, en fait. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et vos guides, en fait, sont à la fois en train de vous faire travailler, mais vous collaborez avec eux parce que vous avez dit, oui, d'accord, moi, je descends pour aider à faire ça. Donc, c'est vraiment une intrication, en fait, une collaboration. Oui, c'est comme des coachs d'une équipe de football qui viendraient entraîner un joueur qui n'est pas tout le temps à l'écoute et en même temps, ils ont prévu les choses ensemble. C'est ça. Alors, beaucoup de gens parlent d'une orientation de la planète avec un changement de conscience. C'était les Mayas en 2012. Il y a plein de sujets autour de ce type-là. Comment est-ce que vous voyez l'état de la planète et l'état de conscience des gens sur la planète? Est-ce qu'on est à un point de bascule? Comment vous voyez tout ça? Alors, pour ma part, actuellement, je trouve qu'on est dans un moment... je crois pas qu'on soit au moment de la bascule. Moi, je pense qu'on est au moment, au contraire, au milieu de la balance. C'est-à-dire que actuellement, les forces dites négatives et les forces dites positives sont vraiment à égalité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'horreur. Enfin, oui, c'est-à-dire qu'on... Non, pardon. C'est parce que quand on regarde l'histoire, l'être humain, de toute façon, ne s'est perpétré que des horreurs. Hein. Donc ça, c'est comme ça, c'est une espèce d'automatisme.
mais je pense qu'on n'a jamais eu autant accès à la conscientisation de l'horreur globale actuellement, grâce à nos moyens de communication. Donc du coup, ce qui fait que quand vous vous endormez, vous n'avez pas la conscience que de votre village qui a été attaqué, mais vous avez la conscience que l'autre village à l'autre bout de la planète a été attaqué. Donc vous vivez déjà avec cette angoisse-là. Ça génère une vibration affreuse d'angoisse. Et donc pour moi, la planète déjà en soi, c'est une entité. Et donc cette planète-là, nous ne sommes que des habitants de passage dessus. Il y a eu d'autres êtres, ne serait-ce que... Moi, je parle concrètement, hein, je vais pas parler des Atlantides, des machins... J'en sais rien. Je sais qu'il y a eu par exemple, ne serait-ce que les dinosaures. Est-ce que cette forme de vie a intéressé l'univers ou le grand tout ou là ou Dieu, je sais pas quoi? Est-ce qu'à un moment il a pas dit j'arrête l'expérience parce que finalement ça n'amène pas à l'évolution que je décide? Et comme par hasard il en a gardé quelques-uns. La preuve, on a encore des animaux qui ressemblent à des êtres préhistoriques comme les poules par exemple, ils sont des descendants. Et puis il y a plein d'autres animaux qui sont comme ça. Et puis d'un autre côté, c'est comme si l'univers disait alors je vais expérimenter, développer autre chose. Eh bien, ce que j'aimerais rappeler peut-être à notre civilisation, c'est que la planète Terre a sa propre vie, qu'elle s'adapte, et que ce qu'on lui fait subir, c'est qu'à un moment, elle risque certainement de nous botter les fesses, et que notre suprématie de merde, elle va finir par faire table rase d'un coup, certainement, si on continue comme ça. Mais par contre, ce qui est beau, c'est que d'un côté, ça génère une expérience chez des êtres humains d'un éveil de conscience comme jamais, certainement, on en a eu dans une telle globalité. C'est-à-dire que ces êtres qui décident d'incarner le côté négatif, destructeur, avare, esclavagiste, horrible, génèrent du coup des prises de conscience et des éveils chez d'autres êtres qui arrivent, qui eux du coup deviennent extrêmement respectueux, plein de ressources. Est-ce que vous pensez qu'il faut cette part d'ombre, cette noirceur pour, à travers ce paroxysme-là, faire naître cette prise de conscience? Il ne faudrait pas. Mais comme nous sommes des abrutis, il y a comme ça qu'on apprend sensiblement. Pendant longtemps, j'avais une petite parabole qui était très amusante que m'avaient donné les guides. Et je disais, c'est un peu comme si, vous voyez, César, je vous disais, César, lundi prochain, on va boire un pot à tel endroit. Et puis, vous m'oubliez. Et puis, je dis, alors César, vous m'avez oublié. Puis je dis, alors je suis désolé. Ah bon. Puis je recommence, dans ce cas-là, hein. Et puis, 4 jours après, vous m'avez encore oublié. Et alors là, je commence à m'énerver. Donc, je vous revois. Puis la fois d'après, je vous mets un énorme coup de poing. Vous avez un bleu comme ça. Et là, vous m'oubliez pas. Et vous venez en disant, oh là là, j'ai eu mal. Ce que vous m'avez fait, c'est affreux. Voilà, c'est ça l'humanité. Ouais. On est vraiment des abrutis. C'est-à-dire qu'on apprend que dans la douleur. Faut pas venir pleurer. On ne génère que cette... Attention, en plus, il y a un truc qu'on comprend pas. C'est que quand on génère une expérience, on l'inclut dans la matérialité. Les murs, les objets, la Terre, elle enregistre. C'est un méga enregistreur. Et c'est un méga enregistreur qui, en plus, quand elle est saturée, elle va nous recracher ce truc-là. Donc, si on a fait un massacre à un endroit, eh bien, il est bien possible qu'elle recrée une énergie de massacre, 3 siècles après, 4 siècles après. Ça, c'est ce qu'on appelle les égrégores. Ça a rien à voir. Comment? Les égrégores, c'est plus des formes pensées. C'est plus souvent des gens qui créent à force de croire. C'est là où je dis, par exemple, souvent, je rigole en disant, ma brosse à dents, ça peut être Dieu. C'est-à-dire qu'elle peut réaliser des miracles. C'est-à-dire que si je suis absolument persuadée qu'elle va réaliser des miracles parce que j'en sais rien, le matin, elle s'est illuminée, j'ai dit, c'est Dieu. Du coup, elle va réaliser des miracles parce que ma forme pensée, qui fait partie du grand tout, qui est une grande pâte à modeler, va collaborer avec moi. Et du coup, va être complice et va créer ce miracle de la brosse à dents. Vanina, oui. Merci beaucoup. Merci à vous, César. C'est déjà 2 heures qu'on a, mais c'est fou. Qu'on a échangé ensemble. Merci pour toutes ces questions passionnantes, en tout cas. Merci infiniment.